Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur les sentiers du réel, je m'appelle Alexis. Alors si je vous dis Nicolas Flamel, Creuset ou encore Pierre Philosophal, vous me répondrez certainement par alchimie. Et en effet, on va non seulement en parler, mais aussi découvrir une de ses branches, chamanique celle-là. Et pour ce faire, j'accueille un alchimiste vrai et véritable, Pascal Boucher. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour Alexis. Écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de passer sur cette chaîne pour la première fois, hein, voilà. Et donc de parler surtout de ce sujet qui me tient tant à cœur, qui est l'alchimie et le chamanisme. Alors, je sais que ça va faire bondir des véritables alchimistes puristes de la tradition occidentale, et pire encore, des praticiens au labo, hein, en alchimie métallique. Mais en fait, le vrai titre de enfin, j'en fais une conférence, si je puis m'exprimer ainsi, de cette interview, c'est plutôt alchimie, chamanisme ou la médecine universelle. Voilà. Voilà. Ok. Alors voilà, donc le sujet un peu de cette interview, ça sera justement de parler d'une voie peu connue en alchimie, Oui, dans la effectivement, hein, tradition ouais. populaire. C'est ce que oui, ben, on entend parler tout le temps d'alchimie, mais en fin de compte, on ne se rend pas compte que l'alchimie, c'est bien plus qu'un creuset, que voilà, c'est vraiment tout à fait une façon de vivre, mais ça, tu vas nous l'expliquer beaucoup mieux que moi. Alors, effectivement, avant de parler de chamanisme, d'où viendrait et surtout quand s'est établi plus ou moins l'alchimie? Ça, Ah, c'est bah la voilà. question. Ça, c'est la question. Voilà, alors une question avec je dirais quasiment sans réponse, Tout à ou fait. alors de multiples réponses. Tout à fait. Alors, donc il y a plusieurs écoles là-dessus, ne serait-ce que même sur l'origine du mot alchimie, hein. Donc en fait, certains, du fait que le mot alchimie nous vient de alchemet, alchemia, hein, qui serait, alors on cherche de l'arabe ancien, mais aussi du copte, qui signifierait une vertu magique et divine enfouie dans la terre noire, parce que Kemet, Kemia, ça veut dire terre noire. Et comme Kemet et Kemia étaient le nom de l'Égypte, beaucoup ont dit ça y est, l'alchimie nous vient de l'Égypte. Alors évidemment, hein, dans beaucoup de courants ésotériques, tout vient de l'Égypte. Avant, tout venait de l'Inde, maintenant, tout vient de l'Égypte. Voilà. Alors, non, pas du tout, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de l'alchimie partout. Il y a effectivement notre alchimie occidentale, nous vient un peu des Grecs. Et on peut dire quelque part que, en fait, pourquoi? Parce que la Grèce antique était un croisement de culture et de civilisation. Voilà. Donc nous, si on doit prendre une filiation historique, officielle, exotérique, Mhm. hein, il y a eu en effet des initiations qui se faisaient, des mystères dans l'Égypte ancienne, effectivement, hein, entre autres les mystères d'Isis, qui ont perduré jusqu'à presque l'an 1000 à Rome, qui ont été apportés en Grèce, qui ont été intégrés en Grèce. Mais ce qu'on oublie, c'est que la Grèce a intégré aussi des mythes, entre autres des mythes, y compris Rome d'ailleurs, aura intégré des mythes de Perse, par exemple les rites de Mitra. Et ce qu'on ignore encore plus, c'est qu'il y a eu une école qui nous a été amenée de l'Inde. Alors, la mythologie de Dionysos, qui est parti en guerre en Inde et qui a ramené ses initiations, ses mystères, les bacchanales, hein, eh bien, ce n'est ni plus ni moins qu'une mention allégorique de l'apport d'un enseignement, d'une école qui nous vient de l'Inde. Or, justement, on retrouve en Inde une école alchimique qu'on retrouve chez les tantristes. Euh, Or, les tantristes travaillaient en alchimie, même pratique, avec le cinabre, le mercure, le métal, ce qui s'appelait l'argent vif, etc., etc. Donc il y avait une pratique alchimique chez les hindous. Mais on s'est aperçu par ailleurs qu'il y avait de l'alchimie chez les Chinois, que c'est peut-être une des alchimies officielles, je dirais, avérées en tout cas, la plus ancienne qu'il puisse y avoir, c'est la chinoise. Mais si on regarde encore plus loin, on voit qu'il y a de l'alchimie, en tout cas on retrouve des symboles alchimiques, Mhm. mais purement, vraiment avec des signatures très précises dans d'autres lieux, y compris dans des tribus très reculées, mais même chez, par exemple, chez les Aztèques, dans la culture aztèque, et le symbole du mercure qui sera le sujet principal de l'œuvre, le sujet mystérieux d'ailleurs, notre mercure alchimique, qui est, sans lequel on peut rien faire en alchimie, y compris chez les Occidentaux, eh bien, on le retrouve chez Hermès, chez les Grecs, et on le retrouve chez au Mexique, Ouais. chez les Aztèques, à travers Quetzalcoatl. Sachez que notre mercure en alchimie est symbolisé par le serpent, quand il est le mercure commun, Mhm.
mais que ce mercure est double, et quand on arrive à le sublimer, on obtient ce que l'on appelle le mercure philosophique, qui est représenté par l'aigle. C'est ça. Or, l'aigle et le serpent sont les deux polarités de notre mercure. Le mercure vil, méprisable, terrestre, qu'on représente par le serpent tentateur des chrétiens, hein, d'ailleurs, et ou des juifs aussi, puisque c'est dans l'Ancien Testament, et l'aigle, qui est le symbole du mercure, je dirais, divin, sublimé, la lumière spirituelle. Voilà. Cela dit, c'est le même. Ok. C'est le même. Et donc, on le retrouve chez les Aztèques à travers Quetzalcoatl, qui eux ont résolu cette double nature, hein, à travers ce qu'on appelle le serpent à plumes. Voilà, bon, Ouais. lui, voilà, on a la double nature qui est directement indiquée. Il est intéressant de savoir que ce Mercure, qu'on appelle Hermès chez les Grecs, est le patron des voyageurs, c'est le messager des dieux. Or, c'est tout à fait l'attribut de Quetzalcoatl, hein, qui est aussi le patron des voyageurs. Nous avons une des signatures pour l'école hermétique, hein, qui est la base, le fondement de l'alchimie, qui est la symbolique, la mystique alchimique, c'est l'hermétisme, en référence à Hermès et Mercure, évidemment. Et donc, c'est lui que l'on retrouvera chez Quetzalcoatl, qui est donc des représentations sont faites sous la forme de l'étoile du matin. On voit Quetzalcoatl dans les gueules d'un serpent, qui est Ah ouais. QFD, et on l'appelle l'étoile du matin. Voilà. Sachez que c'est une signature. Quand on parle d'étoile du matin, vous avez de suite affaire à quelque chose d'hermétique, un Et enseignement. Et quelles que l'étoile, soient les cultures. l'étoile du matin, c'est Vénus, c'est ça? Alors c'est Vénus. Alors il n'y a rien à voir avec le Mercure astrologique, hein. D'accord. Mais il ne faut pas confondre le Mercure des alchimistes avec le Mercure astrologique. D'accord. Voilà. Ok. Le Mercure alchimique est beaucoup plus global, il englobe tout le grand œuvre, il va prendre toutes les teintures de l'œuvre, y compris les 7 planètes, les 7 couleurs qu'on appelle les 7 couleurs du spectre lumineux, qui sont liées aux 7 planètes, qui sont liées aux 7 métaux. Hein. Et donc, quand on extrait les teintures métalliques en alchimie, par exemple, chaque métal correspondant à une planète, on va faire prendre à notre serpent toutes les couleurs de l'œuvre. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça le mercure astrologique fait partie d'une des 7 teintures. Notre mercure alchimique, c'est lui, il est global. D'accord. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails hein, de l'alchimie. Ce que je Oui, tiens à c'est. dire par rapport à cela, c'est que si on recherche l'historique de l'alchimie réellement, profondément, si on se fie à ce que disent les alchimistes classiques, qui se qualifiaient eux-mêmes de philosophes de la nature, hein, eh bien finalement, les alchimistes eux-mêmes nous disent que cet enseignement leur vient de la nature. D'accord. Et que donc, ce qu'ils cherchent, c'est la sagesse de la nature. Mhm. Quand on dit que ce sont des philosophes de la nature, ce ne sont pas des scientifiques. Quand on dit que c'est une science de la Oui. nature, ce n'est pas une science qui étudie la nature. C'est une science qui vient de la nature elle-même. D'accord. C'est très, très difficile à comprendre. Et donc, pour vraiment comprendre l'alchimie, qui n'est rien d'autre lié à la nature, donc à la vie de la nature, on la retrouve dans les arbres, on la retrouve dans la nature même. Pour comprendre cette science, eh bien, il faut remonter, pour voir chez les humains quand elle a commencé, si on veut vraiment un historique, il faut remonter dans les tribus dites primitives, C'est ça. entre guillemets, hein, Mhm. donc Oui, voilà. oui, bien sûr. Donc, qui n'ont pas, par exemple, obligatoirement de culture écrite, par exemple, C'est ça. hein, voilà. Donc, par exemple, on va voir dans beaucoup de tribus, alors que ce soit par exemple en Sibérie, en Afrique aussi, on retrouvera ça, il y a 2 castes sacerdotales qu'on retrouve, qui sont les castes sacrées, je dirais, par excellence, hein, qui sont très respectées. La plus haute, c'est le chaman, et l'autre, c'est le forgeron. D'accord. Hein. Alors, encore ça pour les tribus qui maîtrisent la fonte du métal. Hein. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que ces 2 castes hein, correspondent à 2 voies que l'on retrouve en alchimie. Mhm. Pour moi, ce sont réellement les ancêtres de l'alchimie et les ancêtres des alchimistes. D'accord. Pourquoi? Parce que ce que l'on ignore en alchimie, c'est qu'il y a 2 voies radicalement différentes. Et encore, je ne partirai pas sur le terme de voie, parce que les 2 voies, c'est autre chose en alchimie. Je dirais qu'il y a 2 orientations radicalement différentes D'accord. dans la recherche de la pierre, qui sont d'une part la poudre de transmutation métallique, Mhm. alors c'est celle que connaît tout le monde hein, en alchimie, mais il y en a une autre que d'autres connaissent beaucoup moins, c'est la recherche de la médecine universelle.
Alors, c'est-à-dire que la pierre philosophale, il y a deux aboutissements qui n'ont rien à voir. On a deux pierres philosophales qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. Non, L'une effectivement. transmute les métaux et l'autre guérit l'être humain. Donc l'une est appliquée au règne métallique, l'autre est appliquée au règne humain. Voilà. Alors moi, c'est cette alchimie-là que je suis, hein, je le dis de suite. Et c'est très important parce qu'on a des protocoles alchimiques qui, dès le départ, vous disent que les métaux seuls peuvent être perfectionnés. Hein. Alors c'est ce que disent toujours les praticiens du laboratoire, hein, pour arguer du fait que ceux qui ne pratiquent pas au ballon, au laboratoire, Mhm. sont obligatoirement des spéculatifs, ce qui n'est pas vrai, parce que, croyez-moi, on le vit dans notre chair, hein. C'est La ça, santé c'est déjà physique. Hein. bien sûr. Donc On est une quand il pierre dit d'ailleurs. ça, je ressors cet axiome, Mhm. il est à double tranchant. Ouais. Parce que si c'est vrai pour le règne métallique et pour la poudre de transmutation métallique, d'accord, hein, parce qu'en plus ils ajoutent l'autre axiome, les semblables seuls agissent sur leurs semblables. Donc j'en dis d'accord, mais alors qu'en est-il de la médecine universelle, puisqu'il s'agit de l'être humain là. Ah, donc l'être humain par l'être humain seul peut être perfectionné, donc dans ce cas-là. On est d'accord. C'est intéressant. Voilà. Et là, on voit que l'on retrouve les protocoles chamaniques. Je tiens à préciser que, de toute façon, ce qui est la racine de l'alchimie, avant tout, est une quête ésotérique, philosophique, spirituelle. Hein. Mais c'est une spiritualité de la matière, qui descend dans la matière. Mhm. Ce qui se passe, c'est que souvent, on attribue d'ailleurs, hein, à cette mystique alchimique ce qu'on appelle l'école hermétique, l'école d'Hermès, Mhm. encore notre Mercure, hein, qu'on retrouve, hein, qui est en fait, hein, le messager des dieux. Alors c'est intéressant parce que messager des dieux, si vous prenez le mot messager en grec, c'est angelo, en romain angelo. Hein. Donc c'est le patron des anges un peu. Hein. C'est l'intermédiaire entre l'homme et les divinités, entre la terre et le ciel. Donc c'est lui qui va, je dirais un peu, qui va faire passer la conscience, hein, d'un état à un autre. C'est l'initiateur. On le représentera d'ailleurs dans les traditions par Merlin, par Saint Christophe, Christophoros, le passeur, hein, celui qui fait passer. Hein. Je dirais même d'ailleurs toute l'école des passeurs, hein, sont liées à Hermès, c'est l'école hermétique. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant pour revenir à cette école hermétique, c'est que celui qui a suivi cette quête, hein, de la médecine universelle par exemple, quand il a résolu en lui-même ce qu'on appelle, il a éveillé son feu secret et il a découvert sa propre divinité, son immortalité réelle, hein, celle qui est de son esprit, qu'il a réussi à l'incarner dans son petit microcosme, c'est le nom qu'on donne au laboratoire en alchimie, le Ah microcosme. oui. Hein, quand il l'a incarné, une fois qu'il a réalisé sa voie interne, eh bien, il va devoir ensuite partager avec les autres. Et donc, c'est là que les alchimistes, les hermétistes, ont pris, qui sont devenus des initiés, qui se sont réalisés, ont pris plusieurs supports pour enseigner leur quête, D'accord. hein, leur parcours. Mhm. Voilà. Il faut savoir quand même que la plupart des alchimistes occidentaux ont été formés dans des écoles des mystères, dans lesquelles ils ont juré sur leur vie de ne jamais révéler ce qui leur était enseigné. Ah, Alors quand ils deviennent maîtres, ils peuvent enseigner. L'ennui, c'est qu'ils ne peuvent pas révéler ce qu'il a été fait. Donc ils l'ont fait à travers l'allégorie et à travers plusieurs supports. Et les hermétistes, la plupart, ont pris comme support, il y a eu parmi les hermétistes deux supports qui ont été pris, qui est l'archimie et la spagyrie. Voilà. Alors, sachez que ça, c'est ce que la tradition populaire confond souvent l'alchimie avec l'archimie. Ça n'a rien à voir. Ce sont des supports. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a réalisé sa voie intérieure, il va la manifester de manière extérieure. Et ils ont pris comme support allégorique, pour ne pas dire directement les choses, c'est les secrets, les mystères qui leur ont été enseignés, ils vont prendre comme support, je dirais, l'archimie et la spagyrie. Alors l'archimie est l'ancêtre de la chimie métallique et minérale. mhm. C'est en fait, ce sont des groupes secrets, des corporations de forgerons, qui sont des descendants des forgerons. Donc c'est très intéressant, parce que là, on voit l'orientation des hermétistes qui vont chercher la poudre de transmutation métallique. Et donc, pour faire penser leur enseignement, qui est l'alchimie avec un grand A, l'alchimie mystique, la véritable alchimie, celle qui vous transforme vous-même, eh bien, ils vont prendre comme support l'archimie, qui est l'ancêtre, pour appliquer dans la matière.
hein, qui est l'ancêtre de la chimie métallique et minérale. Voilà. D'accord. La spagérie, de l'autre côté, est l'ancêtre, je dirais, de tout ce qui est la médecine, la pharmacopée, Ah oui. préparation des médicaments, etc., etc. Alors, elle est en règle générale plutôt orientée sur la voie végétale. La phytothérapie, la... Là, voilà, vous voyez. Paracels était travailler aussi avec des métaux, hein, dans ses préparations. Donc en fait, je dirais que finalement la spagyrie est l'ancêtre un petit peu de tout ce qui touche la pharmacopée, en règle générale. Et c'est donc en fait ni plus ni moins que l'orientation de la recherche de la médecine universelle, D'accord. hein. Voilà. C'est Paracels qui quand même avait découvert bien avant Hartmann par rapport à la, comment on appelle ça, à l'homéopathie, qui avait trouvé le procédé des hautes dilutions. Et il s'était aperçu que, par exemple, même le métal comme le mercure, qui était un poison violent, à très haute dilution, pouvait devenir un remède. Voilà, hein, donc bon, on ne va pas s'étaler sur ce principe-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ces deux orientations, c'est-à-dire en fait cet enseignement alchimique qui est une voie, une quête intérieure, qui veut partager pour partager, à trouver des supports, hein, et des fois allégoriques et des fois plus ou moins réels, on ne sait pas trop, qui a trouvé deux supports qui n'ont rien à voir, qui à l'origine étaient l'archimie, descendant des forgerons, et la spagérie. Voilà. Ces deux enseignements, eh bien, nous viennent tout simplement de nos deux ancêtres, hein, les deux castes sacerdotales qu'on avait dans les tribus, chamans et forgerons. Voilà. Donc, en parlant de l'alchimie et le chamanisme, je ne fais, et la médecine universelle, je précise, je ne fais que mentionner cette quête de la recherche de la médecine universelle. Alors, il est très intéressant de savoir que donc, ce que recherche un petit peu l'alchimie dans la médecine universelle, hein, c'est d'arriver à commencer déjà par nettoyer, résoudre tous les maux. Alors, quand les alchimistes parlent de maladie universelle ou de maladie tout court, hein, ils le parlent dans le sens large. Quand ils parlent de santé, ils le parlent dans le sens large. D'ailleurs, la médecine universelle, elle englobe toutes les particularités de notre corps, hein, c'est-à-dire autant physique, psychique, émotionnel, mental et spirituel. D'accord. Alors, justement, comme on se base sur le protocole, sur le fait que nous sommes d'abord des hermétistes, hein, l'une des bases et le fondement de l'hermétisme, c'est que l'homme est un microcosme fait à l'image du macrocosme. C'est-à-dire que nous sommes un univers en modèle réduit, si tu veux, hein. Et là, par l'un des principes, justement, quel est le travail de l'alchimie, hein? Par exemple, on a toutes des phases dans le grand œuvre où on va essayer de condenser ce qu'on appelle l'esprit universel, hein, pour le capturer dans un vase. Comme il est très subtil, très fugitif, on va essayer de l'attraper et le condenser sous une forme tangible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'intégrer cet esprit universel dans notre microcosme, hein. Alors, il est intéressant de noter à ce propos qu'on voit à l'hôtel L'Allemand de Bourges un petit personnage comme ça qui est, c'est comme c'est pas un atalante parce qu'il est sous une tour, c'est comme un cul de lampe mais sous une tour. Et on voit un petit personnage et au-dessus de lui on voit Hermès en géant comme ça. Donc en fait, et le gars tient comme une petite fiole comme ça. En fait, il a réussi à incarner dans son microcosme l'esprit universel, cette Intéressant. lumière du monde. Autre chose encore à dire, c'est que quelque part aussi, peut-être on peut se demander, c'est que toute maladie, hein, que l'on puisse avoir, qu'elle soit physique, mais aussi psychique, parce que je vous dis, il y a pas de, on prend l'être humain dans son sens global. Tout à fait. Ouais. Toute maladie n'est peut-être que le phénomène d'une coupure entre le macrocosme et le microcosme. Ok. C'est-à-dire que, alors c'est le mythe de la chute d'Adam et Ève, c'est quand l'être humain a voulu s'autonomiser, c'est pas son dit comme ça, Oh, oui, se je vois. rendre autonome, Mhm. hein, s'individualiser, il s'est coupé de Ah oui, l'harmonie universelle, hein. Alors on a commencé à se couper du grand univers, hein. On s'est coupé des étoiles, on s'est coupé du ciel, on s'est coupé après du règne métallique, de minéral, parce que bah, qu'est-ce que tu veux, les minéraux, comme on s'est coupé, on ne voit plus leur vie, donc ils sont morts, hein. On s'est coupé du règne végétal, parce que finalement ça pousse, c'est juste végétatif, hein, ça sert voilà, à faire des salades et puis c'est bon. Des animaux, bon, parce que finalement les animaux ils s'expriment pas, ils parlent pas, donc bon, bah, on n'a qu'à les Mhm. bouffer, hein, et Ouais, puis c'est ça. voilà. Ouais. Et puis même des êtres humains, parce que finalement on parle pas la même langue, et finalement c'est pas la même famille, et puis finalement, et puis on se coupe tellement qu'on en arrive jusqu'à ce qu'on appelle l'ego.
qui lui, en fait, n'a qu'un but, c'est tirer toujours la couverture à soi, et donc il se coupe de tout. Hein, parce que voilà, hein, Dieu pour tous et voilà, chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein, voilà. Donc on en arrive là à cette racine égotique, hein, qui est d'ailleurs à l'origine de toutes les guerres, de toutes les violences, des clans, des patries, des races, des tribus, des machins, chacun pour soi, toujours contre toujours un ennemi. Mais en fait, si on va dans cette logique-là, jusqu'à sa racine, on verra qu'on arrive à moi tout seul contre le monde entier. C'est ça. Voilà, c'est l'ego. Bon, alors c'est normal, c'est une phase hein, de développement, et de là viennent toutes les maladies. De là viennent toutes les maladies. Donc tout un travail que l'on va faire, que ce soit alchimique ou chamanique, va être de reconnecter ce lien avec le macrocosme qui est vivant pour les alchimistes, qui nous entoure. Le macrocosme n'est pas mort. C'est-à-dire le macrocosme avec ses créations, ses créatures, sont tous des êtres vivants. Et en cela, on va commencer à rentrer un petit peu sur les points communs entre le chamanisme et l'alchimie, c'est que l'alchimie part du principe que tout est vivant. Tout. À un tel point que les alchimistes travaillent sur les esprits métalliques. On l'oublie trop souvent. Mais il y a énormément de traités qui vous disent vous prenez tant d'esprits métalliques, tant d'esprits de ceci. Alors bon, certains praticiens te diront mais oui, mais les esprits, ce sont l'alcool de ceci, l'essence de cela. Bon, non, le véritable esprit, réellement, c'est que toute chose a un esprit. Et ça part du principe, et on est bien obligé là de parler de, je dirais, de la mythologie alchimique, hein, de la cosmogonie vue des hermétistes, c'est qu'à l'origine, il y avait une lumière indifférenciée, un fluide universel, qui était une lumière très subtile, une lumière vive, c'est le terme que donnent les alchimistes, et que cette lumière très subtile, sous l'action d'un agent mystérieux, alors tu comprendras qu'on peut l'appeler Dieu, le grand Manitou, Yahvé, voilà, parce que tous les noms Tout à que tu fait. veux, ce feu secret, les alchimistes l'appellent le feu secret, le soufre central. Sous cette action de cette énergie, cette lumière s'est condensée peu à peu, jusqu'à donner la création multiple et variée, que nous connaissons, jusqu'à donner la matière grave, jusqu'au règne minéral métallique. Il n'empêche, alors l'image que donnent les alchimistes, et ça c'est très intéressant, c'est que finalement, la différence qu'il y a, pardon, oui, je commence à mettre les mains sur la table, la différence qu'il y a entre l'esprit pur, cette lumière divine qui est une vibration extraordinaire, une vie éternelle, parce qu'elle était là avant même l'espace-temps, avant la création, et la matière morte apparemment, inerte, minérale, métallique, c'est la même différence qu'il y a entre l'eau et un glaçon. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est une illusion. Quand les choses nous paraissent figées, mortes, c'est une illusion. C'est un changement d'état. C'est-à-dire, en fait, Ouais. voilà, c'est un changement d'état, et en fait, comme on dit, mais oui, mais alors son esprit est mort. C'est-à-dire, on va dire les métaux, les minéraux, même la table, hein, même le plastique, n'importe quoi, sont des matières mortes. Elles ont perdu leur esprit. Leur esprit s'est envolé, on va dire. Hein. Or, c'est faux. C'est faux. C'est comme si dire que le glaçon, son eau est partie. Vois-tu? Oui, tout à fait. Puisque Tout à cette fait. lumière, à l'origine, était immortelle, éternelle. Elle ne peut pas être morte. Petite parenthèse là-dessus avec le plastique, je pensais, moi, à titre personnel, que le plastique, vu qu'il était synthétique, n'avait pas d'âme. Ah, je pensais qu'il n'y avait que ce qui était organique, le bois, l'eau, etc. Mais Ah voilà. si, moi, Donc, je pense que tout a une âme. donc Tout, tout, ben tout. c'est bien, c'est parfait. Moi, Y compris le plastique. Alors évidemment, c'est un esprit qui s'éloigne de plus en hmm, plus de sa racine c'est ça, naturelle. ouais. Du pétrole en Il fait, ouais. n'empêche qu'il a quand même une âme. Tout à fait. Euh, je pense que par exemple, n'importe quelle, même une structure peut Mhm. déjà avoir un esprit, ne Tout à serait-ce que fait. par la fonction qu'on lui donne. Ah oui. On est Ah des oui. créateurs, hein, on est le fruit de la nature, donc on fait que perpétuer la vie. Et donc oui, même un plastique est un réservoir d'énergie, ne serait-ce que par... tu vois, il y a deux choses qu'on reconnaît dans la vie, cet esprit. On peut le retrouver dans la matière grave à travers deux choses. La force d'attraction, son poids, et sa dureté, la force de cohésion. Ah, ça, C'est déjà une énergie, c'est déjà une vie. Tu prends une matière plastique, par exemple, je sais pas moi, un tupperware,
Tu vas le plier, le compresser, tu le relâches, il va essayer de reprendre sa forme, il va retrouver son intégrité. C'est vrai, C'est déjà un instinct de survie. tout à fait. C'est déjà un instinct de survie. Et c'est ça qui est intéressant, et on commence à voir qu'en alchimie, on a un lien très commun avec le chamanisme. C'est que le chamanisme, avant toute chose, considère chaque chose comme étant par leur esprit, et que chaque chose a un esprit. Où j'ai même vu une fois des dessins d'Indiens qui représentaient l'esprit du kérosène. C'est pour te dire, tu me parlais de matière, Oui, voilà. pour le bonhomme tout carré, peut-être comme ça. C'est peut-être naïf comme représentation, mais ça nous montre que pour eux, tout a un esprit. Tout. Et en cela, on rejoint l'alchimie. Et ce qui est encore plus important, alors là, on va commencer à rentrer dans l'hermétisme. Une des pierres de base, fondement de l'hermétisme, et donc des alchimistes, le père des alchimistes occidentaux, on appelle Hermès Trismégiste. C'est ça. Hermès Trismégiste est un personnage très mystérieux qui a laissé un texte fort succinct sur la table d'émeraude. Et alors, on ne va pas parler de ce texte parce que je pense que la Bibliothèque nationale entière ne suffirait pas pour interpréter ce petit texte qui résume en lui tout ce qu'on appelle le grand art. D'ailleurs, tous les livres de la littérature hermétique n'est rien d'autre qu'une tentative d'interprétation de ce texte. Bon, on va quand même rentrer dans cette histoire d'hermétisme. Et dans ce texte, Hermès Trismégiste nous dit tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour le miracle d'une seule chose. Bon, alors, beaucoup de personnes ont imaginé que, voilà, bon, le bas est comme le haut est comme le bas. En fait, ce que l'on oublie, c'est que à travers cela, nous est représenté ce qu'on appelle l'image du miroir de l'art. En alchimie, on va élaborer, dans l'élaboration de pierre philosophale, il y a un stade où on va élaborer son miroir. Et alors, les alchimistes partent du principe que finalement, dans leur ballon, alors tu imagines un espèce de vaisseau en verre, hein, en forme de ballon, hein, comme ça, où ils mettaient leur composé, et bien, dans un liquide un peu boueux, etc., tout ce qui est épais, dense, lourd, tombe au fond du vaisseau. C'est ce qu'on appelle la décantation. Tombe en bas du vaisseau. Ça, c'est très important. Il faut retenir ça. Parce que là, on est dans le langage alchimique, hein, c'est un langage double. Hein. Il y a le langage exotérique et il y a l'esprit du langage qui est derrière. Hein. Comme dans toute chose, il y a un esprit, il y a une vie. Donc, en fait, il tombe en bas, je dis bien en bas du vaisseau. C'est la décantation. Tout ce qui est subtil a tendance à monter, à s'élever. Ah oui. Hein. Par exemple, ce qui se passe quand tu chauffes, par l'ébullition, les gaz remontent. S'échappent par le haut, pas par le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que finalement, tout ce que les hermétistes et tout ce que l'on peut voir dans les textes sacrés, et là on va sortir du cadre hermétique, grec, etc., de l'hermétisme dans le sens large du terme, eh bien dans le langage hermétique, tout ce que l'on va appeler le bas et le haut, ça veut dire le dense, l'épais et le subtil. Par extrapolation, cela veut dire le bas, le dense, c'est quoi? C'est le matériel. Et le haut, c'est le subtil, c'est le spirituel. Donc on sait où on est. Donc, ben oui, parce que si tu regardes dans l'univers, le bas, le haut, c'est une conception purement humaine. Bien sûr. Dans la nature, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut. Enfin, si tu regardes le cosmos, il Tout à fait. n'y a pas de bas, il n'y a pas de haut. Mais Hein. non, absolument pas. Nous, on se situe par rapport. Et donc, pour les hermétistes, le vrai bas et le vrai haut, c'est le dense et le spirituel et le subtil. Magnifique. Le matériel, le spirituel. C'est ça. Donc, en fait, quand il dit, Hermès Trismégiste, il commence par là, il dit tout ce qui est en bas est comme ce qui est déjà en haut. Donc déjà, il suppose que ce qui est spirituel était déjà là avant. Et donc que la matière et le monde créé, matériel, tel qu'on le voit autour de nous, même dans le macrocosme, n'est rien d'autre qu'un reflet de ce qui est spirituel, une manifestation. Et donc c'est ce qu'on appelle la loi du miroir, c'est ça. Et les alchimistes nous disent que finalement, alors ils parlent d'un vitriol, on va pas rentrer là-dedans, mais ils nous disent qu'il doit être connu que comme le miroir entier de la nature. Et donc finalement, on peut se demander si que tout le monde que l'on voit autour de nous, là, matériel, dense, tangible, physique, n'est rien d'autre peut-être que le reflet de ce qui se passe dans le monde des esprits, et le reflet d'esprit. Donc tout un travail de l'alchimiste va essayer de consister à relier les choses avec leur esprit. Et en fait, on peut se demander même, finalement, si notre coupure du macrocosme, tiens, encore un lien,
Microcosme, macrocosme, l'homme est fait à l'image de Dieu, tiens, encore une histoire de reflet, tu Mhm. vois, Tout à fait. donc, pas, hein, qui reflète le macrocosme, et bien peut-être qu'en essayant de retisser ce lien, Mhm. peut-être qu'en essayant de relier, eh bien on va relier les choses à leur esprit. Il y a toute une quête, d'ailleurs qu'on retrouve dans la Kabbale, qui consiste à retrouver, qui part du principe que finalement nous les hommes, nous sommes sur la terre des morts. C'est ça. Alors ils l'appellent la terre des dômes, Mhm. que moi j'appelle la terre des hommes, que les alchimistes appellent la terre adamique, ou encore la terre damnée. Hein. Tu vois, terre damnée, terre adamique, terre des dômes, terre, voilà. On l'appelle la terre rouge adamique, c'est celle qui fut façonnée le premier Adam. L'homme rouge, pourquoi? Parce que bah, nous sommes faits de chair, quelle que soit la couleur de notre peau, nous sommes tous de chair rouge, hein, c'est l'homme animal, l'homme primitif. Tout à fait. Hein, et nous sommes incarnés dans cette terre qu'on appelle la terre des morts, parce que quand notre âme, notre conscience, notre vie s'est incarnée dans cette terre, elle a perdu toute la mémoire de ce qu'elle est réellement. En fait, nous sommes immortels, puisque la lumière qui nous a composé, qui a composé tout l'univers, et donc notre petit univers, notre microcosme, était là avant l'espace-temps, elle est donc éternelle, immortelle. Hein. Alors c'est intéressant, c'est ce que les cathares vont appeler la terre d'oubli. La terre des morts, c'est la terre d'oubli. Et donc déjà, la quête de la médecine universelle et la quête de la vie immortelle, de l'élixir de la vie immortelle, hein, eh bien, va consister à retrouver cette immortalité qui est en nous. Alors, elle est figée comme un glaçon, mais elle est toujours là, latente. Donc, il y a juste une coque, une gangue, une carapace qui recouvre ça. Et en faisant son travail, là, eh bien, on va pouvoir commencer à avoir, en éveillant son esprit, on va pouvoir voir la vie dans les choses, l'esprit des choses. Alors, ce qui est très intéressant, et là, on rejoint le chamanisme, Mhm. on se pose souvent des questions, comment les chamans arrivent à de tels résultats en étant dans ce miroir de la nature, comment ils arrivent à de tels résultats, des fois en faisant des choses qui ne sont pas très médicalement explicables. Hein. Tu vois, le mec, il te fout trois plumes sur la tronche, il te crache des trucs dans la gueule, il se met à danser autour d'un feu, il égorge, je sais pas moi, Ouais. voilà, il y en a, ils vont égorger un poulet, enfin, bon, il y a des trucs comme ça, enfin, invraisemblables. Mhm, mhm. Et pourtant, le mec, il arrive des fois à guérir des petits trucs, même des cancers, hein, des trucs que la médecine n'arrive pas à guérir. Alors, on peut se demander comment ça se fait. Eh bien, les chamans, comme les alchimistes, partent du principe que comme il y a un esprit de toute chose, quand ils veulent s'attaquer, et que, puisque tout ce qui est en bas est comme ce qui est déjà en haut, puisque tout ce qui est subtil finit par tomber au fond du vaisseau, tout ce qui est terreux, dense, finit Mhm, par tomber au fond mhm. du vaisseau, ils partent du principe que finalement, il faut chercher les choses à la source, dans le plan spirituel. Et D'accord. donc, ils vont s'attaquer à l'esprit des maladies. Ok. Là, on est vraiment dans le protocole alchimique, Mhm. où au lieu de travailler sur la manifestation d'un esprit, le problème d'une maladie, c'est son esprit. C'est pour ça d'ailleurs que l'on se retrouve actuellement avec une science extraordinaire. Attention, je ne crache pas dessus, c'est Mhm, bien sûr. merveilleux. On a la chance d'avoir une médecine qui quand même nous guérit beaucoup de choses, ce que n'ont pas certains peuples pauvres et qui en souffrent. Malgré tout, on peut se demander des choses quand même. C'est par exemple la découverte de vaccins qui ont éradiqué des maladies, je ne sais pas Mhm, moi, comme la variole ou d'autres choses comme ça. Hein, la peste, etc. Tout ça, ces maladies, ces grands fléaux de l'humanité ont été éradiqués. Cela dit, il y a toujours des nouvelles maladies qui réapparaissent. Hein. Le cancer se multiplie, Alzheimer, mhm. Ah oui, oui, on a pas de nouvelles. Les AVC deviennent de plus en plus nombreux. Pourquoi? oui. Parce qu'ils ont tué le corps de la maladie, ils n'ont pas tué son esprit. C'est ça. Et en alchimie, et il faut bien comprendre que l'alchimie, c'est une science qu'on dit une science radicale. Une science radicale, c'est-à-dire qu'on attaque les choses à leurs racines. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, les alchimistes parlent de racines métalliques. Même dans la voie métallique, ils parlent de racines des métaux. Eh bien, là, c'est pareil, on va chercher la racine de la maladie. Or, voilà un axiome alchimique qui est en accord avec les protocoles chamaniques. Je te le dis, il y a deux axiomes, hein, je vais te les donner, et ils se complètent. La racine de nos corps est en l'air et leur chef est en terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la racine de toute chose est spirituelle, puisqu'on avait vu tout à l'heure que le haut, c'est l'esprit, Oui. et leur tête, leur manifestation, est en terre, c'est-à-dire dans la matière, matérielle. Ok. Donc la racine des choses est spirituelle. D'accord. Quand les alchimistes parlent de racine métallique ou de racine de toute chose, ils parlent de l'esprit.
Donc quand on va travailler une maladie, on va travailler sur sa racine. C'est l'esprit de la maladie. D'ailleurs, tu parlais des Asiatiques au début de l'interview. En acupuncture, je crois que les Chinois ont compris ce principe, hein. Je crois que c'est justement avec ça qu'ils ils vont à la racine du problème, en fait, avec leurs petites aiguilles. Enfin voilà, donc c'est resté, Oui, c'est oui, resté. c'est très important. Hmm. Parce que avant même d'attaquer la maladie, il faut déjà attaquer son problème. Alors, Voilà. en nous, ça peut être un problème même psychique, hein, tu D'ailleurs, vois, sur le d'ailleurs, plan fluide, subtil, tu vois, si, intermédiaire. si je puis me permettre un jeu de mots qui n'en est pas, c'est le maladie, hein, dans le fameux Et, langage des oiseaux, hein, donc voilà. mais oui, c'est très intéressant parce que, Hmm. vois-tu, je te disais tout à l'heure, regarde le ballon. Hmm. Parce que la langue des oiseaux, t'en parles. Alors, la langue des oiseaux que pratique, il y a plusieurs niveaux, hein. La langue des oiseaux, Bien attention, sûr, hein. Il y ouais, a bien sûr. niveau technique, jeu de mots, Hmm. psychologie. Une des plus grosses langues des oiseaux, enfin, une des plus grosses techniques dans la langue des oiseaux, cabale hermétique, on l'appelle en alchimie, qui est utilisée, qui est la langue des alchimistes, hein, c'est la cabale d'images. Donc, on te donne des images pour comprendre. Parce que les images sont universelles, tu comprends? Même si on doit traduire un texte, des fois les mots changent dans les traductions suivant l'interprétation de l'auteur, une image reste, perdure, hein. On verra d'ailleurs avec les paraboles du Christ. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu vois dans le ballon, quand je te dis, voilà, tu as une eau boueuse, hein, la terre tombe, et ce qui est subtil s'éveille, et bien donc cette eau intermédiaire, qu'est-ce que ça représente en nous? Parce qu'en nous, on a le corps physique, on a le corps psychique, qui est intermédiaire, qui est tantôt lumineux, tantôt ténébreux, tu vois, qui fait un peu soupe intermédiaire. Puis au-dessus, tu as les corps spirituels, qui sont vastes, subtils, vastes, etc. Est-ce que je me Tu vois. trompe si ça ressemble un petit peu à une bouteille de vin avec laquelle on doit laisser décanter justement toute Oui. la matière, donc toute la... Voilà. Je suis pas amateur de vin spécialement, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Le marc. Oui, je vois, ouais, Voilà, faire redéposer le mar, voilà. etc. Oui, Donc oui. Mais en fait, tu on as boit deux le processus spiritus, en quoi, alchimie. voilà, c'est ça. Ouais. Tu as deux processus en alchimie, hein, un D'accord. qui consiste à faire décanter Hmm. et l'autre qui évapore. Enfin, c'est ce qu'on appellera les deux voies. Ouais. Précipitation, solve et coagula, on appelle ça en alchimie, hein. C'est les deux voies avec lesquelles on va travailler. Là, ce qui est important à retenir, c'est que finalement, nous avons notre corps psychique qui est intermédiaire. C'est lui qu'on dit il va falloir nettoyer de toutes ces boues, etc. Et au-dessus, tu as le corps spirituel, hein. Donc, finalement, souvent, quand on dit qu'il y a des maladies qui vont se faire, des esprits des maladies se manifestent au niveau du corps psychique. C'est là, dans cette eau, qu'il y a l'eau boueuse, qu'il y a déjà la boue qui commence à tomber. C'est là qu'il va falloir intervenir pour Hmm. dissoudre, en amont. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, la grande médecine arrive à détruire les maladies, les corps, à travers des vaccins et d'autres protocoles. Il n'empêche qu'il ne tue pas l'esprit de la maladie. Et cette maladie, du coup, l'esprit de la maladie, elle perdure, n'est pas tuée, et donc va renaître à travers une nouvelle maladie, Ah, c'est ça. hein, à travers, tu vois, aussi des nouveaux virus, on le voit bien, hein, on arrive à éloigner des virus, il y a des nouveaux virus qui arrivent là dans les hôpitaux, on ne sait plus quoi faire. Donc tant que l'esprit est là, la maladie renaîtra sous une autre forme. Ah oui, avec le cancer, Et par donc, exemple, on voit bien, hein, la personne a un cancer, la médecine la guérit, et tout d'un coup, 20 ans après, ça revient. Donc voilà. ah oui, oui, ah oui, parce que Parfois. le conflit est toujours là. Dans le plan psychique, par exemple, tu as toujours ce conflit qui est là. C'est ça. Cet esprit de la maladie est toujours vivant. Et c'est en cela que je vais déboucher, après cette histoire de la racine de nos corps est en l'air et la tête est en terre, je débouche sur l'autre axiome, hein, alchimique, hein, qui nous dit les corps n'ont pas d'action sur les corps, les esprits seuls sont agissants. Voilà, c'est QFD, hein. Alors là, c'est important parce que même pour les personnes qui travaillent au labo, pour qui j'ai beaucoup de respect, hein, il y a des D'accord. amoureux des métaux, etc. Hmm. Mais il ne faut pas oublier que d'abord l'esprit. Voilà. D'accord. Et qu'il y a une voie d'application qui peut être métallique, mais pas obligatoirement. Voilà, voilà donc un peu le lien avec l'alchimie. Ça va très loin parce que finalement, les alchimistes vont chercher une des premières quêtes de l'hermétiste et de l'alchimiste, donc, va essayer de comprendre, puisque c'est une science qui lui vient de la nature, de comprendre le langage de la nature.
Il faut savoir que tous les écrits hermétiques sont codés. Alors on dit c'est parce que c'est une forme d'élitisme. L'hermétisme, quand c'est hermétique, ça veut dire que c'est fermé, c'est pas pour tout le monde, c'est un club, toi, genre. Alors on est entre nous. Vous n'êtes pas digne d'entrer dans notre art. Vous n'êtes pas prêt. Celui qui a des oreilles entendre, voilà. Vous n'êtes pas digne, voilà. Bon, c'est faux. Hein. Ceux qui disent ça, généralement, c'est des gens qui ont le crâne très très farci d'informations de lecture, alchimique, hein, des textes, mais qui n'en ont pas la compréhension obligatoirement profonde, donc qui n'ont pas toujours compris ce qu'ils ont lu, ce qui est bien enregistré. Parce que il y a une voie qu'on appelle la voie des simples, des humbles. Il y a même qu'on appelle ça. Il y a eu même des analphabètes qui étaient des très grands alchimistes qui connaissaient le protocole, donc c'est pour te dire. Donc cette langue, ce codage qu'ont vont utiliser les alchimistes, hein, il se base sur le principe que finalement la nature elle-même est un langage. Alors pour en revenir à ce que je disais au niveau de la cosmogonie, les alchimistes partent du principe que cette lumière originelle, cette lumière vive, c'est très important, est une lumière, d'ailleurs, elle est vivante parce que c'est une lumière ondulatoire. On la représente par le serpent. Tiens, encore notre Mercure, toi, notre Mercure universel. Hein, il l'appelle l'eau permanente parce que cette lumière se répand dans l'univers un petit peu comme l'eau dans l'océan, de manière infinie, vaste. Et cette lumière vive, hein, qui s'est condensée, se retrouve en toute chose. Eh bien, cette lumière, il l'appelle la parole, le verbe. C'est ça la langue des oiseaux. C'est ça qu'on appelle la langue des oiseaux réellement. C'est pourquoi? Parce que si, alors là, moi là par contre, je reviens à ma tradition occidentale. Je vais me baser avec ce que des hermétistes occidentaux ont pu dire, à savoir, nous, notre racine, notre culture, bon, on va dire, ça va être la Bible. Hein. Et Saint Jean, par exemple, nous dit dans l'évangile, dans son évangile, il nous parle du Verbe. Tiens, il dit, tiens, le Verbe est la lumière du monde. Vois-tu? Donc c'est ça la langue des oiseaux. Le Verbe est la lumière du monde. Et il dit la lumière s'est fait chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, elle s'est incarnée. Donc c'est bien ce que je te disais, cette lumière qui s'est densifiée pour se coaguler sous une forme concrète, matérielle. Hein. Bon, alors là, il parle de l'homme en tant que chair, mais charnel, qu'est-ce qu'il y a de plus concret que le corps, quoi. Hein. Donc cette lumière a une tendance à se coaguler. Hein. Et ce qui est intéressant, ce que vont chercher les alchimies, c'est cette lumière qui est derrière chaque chose coagulée, chaque chose concrétisée. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit encore? Il nous dit cette lumière est la vérité. Oui. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le langage vrai en alchimie. Et c'est le véritable langage qui est caché derrière les apparences, derrière les lettres trompeuses. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il va plus loin, il dit c'est la vie des hommes. Donc c'est ce que les alchimistes appellent la langue verte, la langue vive, la lumière vive des métaux. Et d'ailleurs, toute une partie, dès le départ de l'œuvre, quand on travaille dans l'œuvre noire, qui consiste à dissoudre les métaux, se dit ouvrir les métaux, pour les rendre vivants, ce qu'on appelle réincruder, rendre les métaux vivants. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de retrouver l'esprit qui est caché derrière le métal. Ça va tellement loin hein, que si je vais encore un peu plus loin, puisqu'on parle d'esprit métallique, et on ne peut pas parler d'alchimie sans parler de métaux, même dans la voie de la médecine universelle, c'est que finalement, les alchimistes considèrent que chaque métal n'est rien d'autre qu'une lumière d'un astre. Alors un astre, on va dire plutôt d'une planète hein, en règle générale, hein, à part le Soleil et bon, puis la Lune qui est un satellite. Et c'est une lumière d'un astre qui était très subtile, donc c'est pas la lumière physique, hein. C'est une lumière très très subtile et qui pénètre tout. Et cet esprit, on appelle l'esprit des astres, cet esprit très subtil a pénétré les entrailles de la Terre. Rien ne peut arrêter cet esprit qui est tellement subtil, il pénètre toutes les matières les plus opaques. Cela dit, il existe dans les entrailles de la Terre, ça c'est, on rentre en plein dans le mythe hein, hermétique, existe un mystérieux aimant, on l'appelle le soleil terrestre, qui attire tout à lui. Certains, hein, on l'appelle le soufre attractif, ou le feu attractif. Et ce mystérieux aimant, hein, qu'on peut d'ailleurs sentir à travers la force d'attraction, la force de cohésion, eh bien, ce mystérieux aimant a attiré en lui ces lumières, qu'il a condensé petit à petit, ces esprits de chaque métal, sous la forme d'un métal correspondant.
hein, à savoir par exemple Mars le fer, Vénus le cuivre, Saturne le plomb, Jupiter l'étain, Mercure le mercure, ça c'est facile, euh, la Lune l'argent, le Soleil l'or. Donc en fait, quand les alchimistes disent qu'ils vont extraire les métaux de la mine, en fait, ce qu'ils nous expliquent, c'est qu'en fait, c'est à travers ces sept teintures, excuse-moi, se retrouvent ce que l'on appelle euh, les sept teintures reliées, les Mhm. sept métaux, ne sont rien d'autre que les sept teintures, les sept couleurs du spectre lumineux de la lumière blanche. Donc, c'est les sept teintures de la lumière invisible qui a créé le monde entier, de ce verbe créateur. Et donc, quand les alchimistes opèrent par les sept métaux, dissolvent les sept métaux, ils vont extraire les sept teintures pour obtenir, en additionnant les sept couleurs du spectre, la lumière blanche, avec laquelle ils vont élaborer le vase de l'art. Bon, alors, c'est un long travail, je te parle là de sublimation, etc. Bien Ce qui sûr. est important, c'est de montrer que finalement, on va retrouver en dissolvant les métaux, les sept teintures, les sept esprits de cette lumière. Alors le septénaire est très important, on le retrouvera chez les chamans, hein. D'ailleurs je ne sais pas si tu as connu, il y a eu un livre qui s'appelait Les sept plumes de l'aigle, Non, mais d'Henri Court, bon à hein, savoir. qui parle de chamanisme, mais le titre en lui-même est très évocateur. Et quand on voit les chamans qui ont, les chefs indiens qui ont la couronne comme ça de plumes hein, sur la tête, ce n'est pas juste pour faire le beau. Les plumes sont le symbole en alchimie de cette langue des oiseaux, hein, de cette lumière subtile. Ok. Sache que tout ce qui touche les oiseaux et en alchimie, puisqu'on parle de langue des oiseaux, tout ce qui touche les oiseaux, les plumes, les ailes, nous montre que c'est un langage spirituel, subtil, spiritualisé. À un tel point que même l'apparition d'oiseaux en alchimie nous montre des phases de sublimation, donc de spiritualisation. Sublimation veut dire spiritualiser en alchimie, en hermétisme. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque l'on voit des hermétistes qui essayent de transformer, d'extraire des métaux, cette première matière, hein, alors ils nous disent qu'au départ, c'est une eau qui coule des métaux, et que cette eau, ils vont la sublimer à travers les multiples sublimations pour obtenir les aigles, passer du serpent à l'aigle. Eh bien, ceux qui ont réussi ce travail-là sont devenus réellement des initiés. Nous, on le représente par l'auréole des saints, la couronne des adeptes, la couronne du roi en alchimie. Et ce qui est le mieux représenté, c'est chez les Indiens qui ont la couronne de plume. Ok. Parce que la plume est le symbole du serpent sublimé, de cette énergie, de cette eau vive qui a été spiritualisée. Alors, je reviens à ce langage des oiseaux, ce verbe de Saint Jean qui dit que c'est la lumière vive, la vérité, etc. Eh bien, quand il nous dit que c'est la vie des hommes, et là, c'est très intéressant. Finalement, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, je vois des personnes qui vont chercher la lumière dans des lieux incroyables. Ils vont aller dans l'Himalaya, Katmandou, à l'autre bout du monde, chercher des grands maîtres. Marc Saïd, hein, c'est un support. Mais en fait, la lumière, elle est là. C'est la vie des hommes. Elle est en nous-mêmes. C'est pas la peine d'aller à Perpète-les-Oies, elle est là. Donc on peut se demander finalement qu'est-ce que l'on doit faire, et c'est là qu'on retrouve les protocoles alchimiques. Hmm. Est-ce que l'on ne doit pas, dès le départ, commencer à enlever, pourquoi cette lumière on ne la voit pas? Elle est peut-être recouverte d'ombre, Hmm. hein. C'est la lumière qui luit dans les ténèbres, selon le protocole chamanique et alchimique. Cette lumière est enfouie dans les ténèbres du corps. Quelque chose depuis notre coupure, depuis que nous sommes incarnés dans notre microcosme, a fait qu'on s'est coupé de cette lumière et qu'on est enfermé. Et que d'une part, on ne reçoit plus la lumière du grand macrocosme, de l'univers, mais d'une autre part, on ne sent plus notre lumière intérieure, puisqu'elle est fermée comme dans une cocotte minute. Mhm. Donc tout le boulot va consister à nettoyer les ombres. Parce que l'ignorance, c'est ça, ce sont les noirceurs qui recouvrent ces ombres. Alors, je vais revenir à un domaine plus simple, plus pragmatique. Si Saint Jean nous dit que c'est la vie des hommes et que c'est la lumière du monde, pourquoi? Puisque nous sommes faits à l'image du macrocosme. Mhm. Cette lumière qui est notre vie, eh bien, elle est à l'image de la lumière universelle. Ah ouais. Donc l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit universel. Donc, la racine de cet esprit qui est en nous-mêmes, c'est l'équivalent du Dieu universel. Donc Dieu est en nous.
Donc tout le travail de l'alchimiste ne va pas consister à essayer d'attraper des connaissances, des choses pour devenir plus intelligent, plus fort, et attraper les pouvoirs de l'esprit à l'extérieur, mais à essayer de retrouver intérieurement cet esprit divin qui peut tout. Et alors, je suis très, très, très clair là-dessus. C'est pas du tout de la peine de chercher des trucs complètement métaphysiques. Qui est cet esprit? Eh bien, en nous-mêmes, nous voyons bien que cette lumière, cette vive lumière, c'est elle qui a bâti notre corps dans le ventre de notre mère. C'est elle qui a fait grandir, pousser les os, développer les cellules, etc. C'est elle qui fait battre notre cœur. Hein. C'est elle qui fait circuler le sang, qui assimile les aliments, qui les rejette. C'est elle qui renouvelle les cellules, qui fait pousser nos cheveux. C'est même elle qui nous fait respirer la nuit, parce que si on devait penser à respirer la nuit, on serait tous morts. C'est une intelligence extraordinaire. Hein. C'est elle qu'on retrouvera d'ailleurs dans les contes de Perrault, qui est un grand hermétiste, à travers Cendrillon, la Souillon qui travaille en dessous là. Alors que la belle-mère tyrannique avec ses deux filles qui représentent l'ego, hein, qui règne en croyant tout savoir, c'est elle qui sait tout, qui connaît tout. C'est elle cette lumière divine. Hein, les alchimistes chrétiens l'appelaient le Christ matière. Hein, hein, c'est ce petit Dieu en microcosme. Donc toute une partie de l'œuvre va consister à retrouver cette lumière, à l'éveiller. Hein, et finalement, en faisant ce travail, on va essayer de retrouver cette médecine universelle. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dès le départ de l'œuvre, on comprend pourquoi, dès le départ, on est confronté à la prima materia, la première matière, qui n'est jamais décrite d'une manière chimique, on va dire, mais qui est toujours décrite à travers, en règle générale, le rocher, la roche, la pierre d'angle, celle qui fait trébucher, mais surtout par le dragon. Un horrible dragon. Alors là, c'est le protocole alchimique. On va commencer avec une matière qui est vile, méprisable, qui apparemment, selon Fulcanelli, réunit en soi tout ce qui peut déplaire, effrayer et repousser. Hein. Et cet horrible dragon, hein, eh bien, on le retrouve dans toutes les traditions, y compris chinoises d'ailleurs, hein, qui est très intéressante. Et on le retrouve chez les chamans à travers le gardien du seuil. Alors, quel est cet horrible dragon? C'est notre part ombre, puisque notre lumière comprend la vie dont je t'ai parlé tout à l'heure, biologique, qui fait battre, circuler notre sang. On n'en a pas accès à cette science, à cette connaissance. Notre mental n'a pas, notre conscience n'a pas accès. On vit et ça se passe à notre insu, les cheveux poussent sans qu'on réfléchisse, sans savoir comment ça se passe. Et on aimerait bien avoir cette connaissance, parce que finalement, puisque ce corps qui est fabriqué par cette intelligence incroyable que le Saint Jean appelle le Verbe, qui est la vérité, on est construit comme l'univers. Donc c'est la science de l'univers qui est là, la science universelle. Comment on peut faire, puisqu'elle luit dans les ténèbres du corps? Qu'est-ce que ça veut dire? Si elle luit dans les ténèbres du corps, ça veut dire que c'est l'inconscient. C'est ce qui est fait de l'inconscient biologique, qui fait battre notre corps. C'est pour ça qu'il luit dans les ténèbres du corps, parce que c'est quoi les ténèbres? C'est ce qui est inconnu, ce qui n'est pas manifesté, ce qui n'est pas visible. On touche à la part de l'occultisme, attention. Hein. C'est la fameuse terre noire de Alchemia, Kémia, la terre noire. Donc une vertu merveilleuse et divine, enfouie dans la terre noire. Voilà le programme de l'alchimie. Certains alchimistes s'appellent des extracteurs de quintessence ou des extracteurs de lumière. Donc ils vont retrouver cette lumière pour la faire monter jusqu'en haut de la conscience, pour qu'elle puisse se manifester à travers la lumière physique, cette fois, hein, radiante, hein, et qu'on représente par les plumes de l'aigle sur la tête, hein, ou par les rayons de l'auréole des saints. Donc tout ce travail dit de sublimation hein, ne consiste qu'à retrouver cette lumière enfouie dans les ténèbres. Et pour commencer, on commence par l'œuvre au noir, qui est un travail effrayant, puisqu'on l'appelle le travail à la mine, et on va descendre, chercher nos métaux. Alors, qu'est-ce que c'est les métaux dans la mine? On a vu tout à l'heure, hein, le bas, le haut, c'est dense, c'est subtil. Eh bien, les métaux ne sont rien d'autre que des lumières condensées. D'accord? Si ce sont des lumières condensées, comprenez que les métaux ne sont rien d'autre que les sept teintures hein, de la lumière déchue. Puisque cette lumière, le Verbe de Saint Jean s'est fait chair, s'est matérialisé, on peut donc en déduire que le Verbe, la lumière du monde qui est dans notre petit monde, est une lumière déchue. C'est pourquoi les alchimistes, au départ de l'œuvre, vont rechercher leur émeraude des philosophes, dont la symbolique, la verdeur représente l'immaturité. Mais cette émeraude des philosophes, le symbole est l'étoile du matin. L'étoile du matin, c'est Vénus Luciférus.
la lumière du commencement. Hein. Donc c'est tout le mythe d'ailleurs de l'incarnation de cette lumière du monde hein, dans le microcosme, hein, limité, comme on est, dans l'infiniment petit, fait que on représente par le serpent tentateur. Hein, d'Adam et Ève qui ont goûté le fruit et tout le système d'incarnation s'est arrivé là. Alors évidemment, on diabolise hein, Vénus Luciférus sous le prétexte que c'est elle qui nous a tenté, qui nous a emprisonné notre âme qui avant était subtile, libre, etc. Notre vie, hein, emprisonnée dans cette terre des morts, hein, dans cette terre d'oubli. Donc on dit c'est le diable. Mais en fait, c'est tout un processus de l'œuvre. Et donc le processus de l'œuvre que nous avons tous commencé, donc nous sommes tous des alchimistes, des êtres humains, nous sommes tous incarnés pour apprendre les dures lois de la limite, hein, la loi des creusets, moi ce que j'appelle, hein, s'incarner dans la terre rouge adamique. Hein, et à travers ça, nous allons commencer à faire un travail pour forger nos lumières. Parce que la problématique de cette lumière spirituelle, c'est qu'elle est trop subtile. Et donc, il faut la rendre fixe, stable, permanente, et pas changeante, mouvante, tout le temps comme ça, pour arriver à l'incarner, un peu comme un cristal. Et donc, le but d'obtenir le cristal de l'art va constituer à incarner cette lumière. Voilà. Mais avant, on doit d'abord dissoudre le fixe. Voilà. Donc, on descend en bas, on va combattre le dragon, le terrible dragon. Et alors, je demande un petit peu, c'est la racine de l'ego, hein, le dragon. Et c'est lui qui est le dépositaire, le gardien de tous nos trésors qu'on doit aller chercher. Et celui qui veut devenir un alchimiste, celui qui veut retrouver sa vie et obtenir la pierre philosophale, doit l'arracher, après une âpre lutte, arracher ce principe, cette divinité, hein, des griffes du dragon, après une âpre lutte. Donc cette voie de descente, où on va extraire les métaux ou les teintures de cette lumière, consiste à récupérer cette lumière-là. C'est très important. Alors, c'est ce que les alchimistes appellent le feu secret des sages, qui est une étincelle enfouie dans les ténèbres du corps, et que ce feu secret, pour pouvoir l'éveiller, eh bien, il faut arriver à tuer ce terrible dragon. Alors, le tuer, le dominer, en fait, généralement, il faut le transpercer. Pourquoi? Parce qu'il faut déchirer le voile des illusions. Et qu'est-ce que c'est que ce terrible dragon, qui synthétise tout ce qui peut repousser en chacun de soi? Eh bien, c'est la peur de la mort. Le terrible dragon, qui est le gardien de notre richesse, de nos pouvoirs, c'est le gardien du seuil des chamans. C'est ce terrible gardien du seuil que le chaman va devoir affronter, sa peur de la mort, pour pouvoir retrouver, récupérer sa divinité, ses pouvoirs. On voit que le but est le même, puisque chez les chamans, quand un vrai chaman veut devenir un chaman, il va devoir retrouver le chaman qui est en lui, éveiller le chaman qui est en lui. Et on peut se demander d'ailleurs, dans la voie de la médecine universelle, en alchimie, si l'obtention de la médecine universelle n'est pas en soi de devenir soi-même la médecine universelle. Car celui qui aura résolu tous ces problèmes, toutes ces maladies, donc toutes les multiples, je dirais, têtes du dragon, hein, un peu comme on voit avec l'hydre de Lerne, tu sais qu'il y a une tête qui repousse chaque fois qu'on la coupe, hein, eh bien, en arrivant à dissoudre et à extraire cette énergie, cette personne va pouvoir obtenir la médecine universelle, et en l'incarnant en elle, après, il va devenir à son tour la médecine universelle. Et c'est le principe de base chez le chamanisme, où la recherche de la médecine universelle se fait d'abord par la recherche de l'état de médecine man. Un chaman, en fait, c'est un médecine man, c'est l'homme médecine, c'est lui qui devient la médecine universelle. Pourquoi? Parce que c'est cette médecine universelle, nous-mêmes, qui nous a forgés. Je reviens à ce que dit Saint Jean, hein, quand il dit c'est la vie des hommes. Qu'est-ce que c'est que la médecine universelle, en fait? C'est la vie. C'est quoi la maladie universelle? La mort. La racine de toutes les maladies, c'est la mort. Oui, tout à fait. La racine de toute la santé, c'est la vie. Donc c'est ça. Quand Saint Jean nous dit que les alchimistes nous disent c'est une eau vive et que Saint Jean nous dit c'est la vie des hommes, c'est la vie. Donc celui qui arrive à éveiller la vraie vie, parce que nous sommes sur la terre des morts, nous sommes dans l'illusion de la mort, nous sommes coupés de tout, coupés de la vie des choses, coupés de l'esprit des choses. Nous ne voyons plus la vie qui est un esprit, un pur esprit, qui est dans toutes les choses. Alors en fait on dit, quand les alchimistes nous disent que les métaux sont morts parce qu'ils sont recouverts d'une gangue en s'étant emprisonnés dans les entrailles de la terre, etc., c'est une allégorie.
Ce qui fait que les métaux sont morts, c'est parce que nous avons notre œil fermé, notre œil intérieur, cet œil qui voit la vie des choses. Et donc toute une partie de l'alchimie, à travers les dissolutions, traverser cette terrible, ce dragon, arriver à le transpercer comme on déchire le voile d'une illusion, eh bien, consiste tout simplement à ouvrir les paupières de son œil. Car cet œil est fermé, il est enclos dans la terre noire. Et donc tout le but va consister à rouvrir cet œil. Et finalement, on peut se demander ce qui rend les choses mortes et inertes dans ce monde-là, dans cette terre des hommes, dans cette terre des morts, cette terre des hommes ou terre damnée. Eh bien, on peut se demander que ce qui rend mort, ce n'est pas notre mauvais œil. Notre œil qui tue les choses. Et cet œil, c'est ce qu'on appelle l'œil de l'ego. Parce que l'ego voit tout comme, pour lui, pour l'ego, la vie, c'est ce qui est fixe, stable, qui ne bouge pas. L'ego, il a une image de lui qui surtout ne bouge pas. Or, le principe même de la vie, c'est justement le mouvement, l'évolution. Pour l'ego, c'est la mort. Pour l'ego, changer, c'est la mort. Et donc, c'est terrible. Parce que l'ego veut fixer toutes les choses. Un peu comme une araignée au milieu d'une toile d'araignée. Dès qu'il y a un coup de vent, il y a la toile qui est déchirée, vite, vite, elle répare, etc. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que cette vision que l'on a de nous, qui est une projection de l'ego, et qui n'est rien d'autre que la projection de la peur de la mort, de ne pas perdurer, eh bien, cette projection fait qu'on projette dans le monde qui nous entoure. On ne se rend pas compte à quel point le monde est différent de celui que l'on voit. Quand les hindous disent qu'on est dans Maya, ils n'ont pas tort. Parce que ce n'est pas le monde qui est Maya, c'est notre manière de le voir. Parce que tout le monde entier, tout ce que tu vois du monde entier, est-ce que l'ego veut bien te laisser voir? C'est ça, il y a des filtres en De fait. manière fixe, figée, d'une manière immuable. D'ailleurs, tu n'as qu'à voir même notre point de vue sur le plan physique. Quand on se balade, on voit des rangées d'arbres ou qu'on va dans les rues, etc. La perspective, Oui, c'est comme une toile d'araignée. tout à fait. Tu te tournes, tout est classé, organisé, etc. Mais en fait, tout ce que l'on voit, c'est ce que arrive dans l'œil, ce qui est traduit par le cerveau. Voilà, Donc exactement. finalement, quelque part, il y a quand même un lien entre le microcosme et le macrocosme, et ce que nous voyons est que ce que l'on veut bien nous recevoir. Voilà. Peut-être qu'il y a plein de choses dans ce monde qui nous entourent, qui grouillent et qu'on ne voit pas. D'ailleurs, c'est le cas. Je confirme. Et bon, alors on n'est pas prêt parce qu'il y a ce gardien du seuil, cette peur de la mort, et qui fait que s'il voit des choses qui grouillent de partout, les gens deviendraient fous, se courraient, et bon, donc, Complètement, oui, oui. on limite. Mm. Mais il faut se préparer un jour à voir que tout est vivant. Ouais. Et se préparer à dépasser la peur de la mort, puisque pour l'ego, pour notre mental, la mort c'est ce qui bouge, et la vie c'est ce qui est fixe. Il faut donc que l'ego accepte de passer par la mort, si on veut être en contact avec la vie. Parce que lui, l'inverse, il n'y a rien à faire. Hein. Tu pourras toujours lui dire, mais non, la vie est cool. Il dit, oui, oui, d'accord. Mais enfin, pour le moment, enfin, même moi, là, je te parle, je crois être toujours le même, hein, au début de la phrase qu'à la fin de la phrase. Alors, ça n'a absolument rien à voir. Le temps a passé, la vie a coulé, tu vois ce que je veux dire? Je crois être fixe. Hein, un peu comme les mecs qui font du cinéma, 25 images par seconde, 25 images fixes, tu vois. On fonctionne comme ça, mais c'est faux. C'est une vie qui coule. Et ça, pour accepter ça, il faut passer par la mort. Alors, on va plus loin. Regarde, Saint Jean nous dit que cette vie des hommes, ce verbe, hein, c'est la vérité. Alors ça, c'est comme la lumière. Tout le monde cherche la lumière. Ils vont dans l'Himalaya pour chercher la lumière. Et tout le monde veut la vérité. Tout le monde cherche la vérité. Il y en a qui meurent pour la vérité, qui vont combattre pour la vérité, pour faire triompher la vérité. Hein? Mais personne ne veut renoncer aux illusions. C'est vrai, tout à fait. Donc on en est encore, je suis désolé, je parle beaucoup de la voie de l'œuvre noire. Hein. Non, c'est bien, Donc on en est encore au protocole, c'est avant de vouloir accéder aux vérités, il faut renoncer aux illusions. mais c'est ça, exactement. Donc tout le protocole alchimique dans l'œuvre noire, qui est une voie de descente, hein, va consister à des voies dites de destruction. On va détruire les illusions, petit à petit. Alors, il y a deux méthodes, on peut le faire en voie directe, brève, hein, qui sont des initiations, mais généralement on ne choisit pas, ça nous tombe dessus ou pas. Je pense que dans des instants intenses de la vie, des fois souvent traumatiques, il peut arriver que des illusions tombent d'une manière brutale.
Mais ça, c'est la vie qui décide, puisque la vie est la lumière du monde, n'est-ce pas? Donc c'est elle notre maîtresse. Mais le mieux, c'est de commencer par les petites choses. On va commencer à dissoudre les petites choses. C'est-à-dire, tu peux attaquer le dragon de multiples manières. Soit tu vas avec la rencontre brutale, qu'on appelle en voie brève, en voie sèche. Et comme cette voie est inconnue, elle n'est pas accessible, elle est accessible à Mhm. personne, hein, C'est sauf. ça. Ouais. Donc, soit tu vas de manière brève et tu fais la rencontre brutale avec le gardien du seuil, mais généralement les gens deviennent fous, peuvent même mourir, se suicider, perdre la foi, enfin bon, bref. Voilà. Parce que on a besoin d'illusions pour avancer dans la vie, l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Euh, Soit on y va par par la voie longue, humide, hein, qui est une voie de haute dissolution. C'est cette voie-là d'ailleurs qui a donné, qui est l'ancêtre de l'homéopathie, qui travaillait par les hautes dilutions. On arrive à diluer des poisons en haute dilution, et ainsi ces poisons se transforment en remèdes en médecine. Et donc là, vous allez commencer, votre dragon, au lieu de le tuer Mhm. directement, vous allez commencer à lui tailler les griffes, lui limer les ongles, lui raboter les dents, voilà, lui polir les écailles. Toi, petit à petit, on va tourner autour du pot et on va affronter ces multiples petites peurs. Bon, nous sommes là en plein protocole chamanique, hein. Il faut Mhm. savoir, parce on parlait du chamanisme l'autre fois, euh, les gens, parce que c'est la mode du chamanisme en ce moment. Oui. Il y a partout des chamans, néo-chamans, chamans, C'est un New peu Age, etc. du tourisme, je pense, non? C'est un peu Bah, tout le monde veut devenir chaman, tout le Ouais. monde d'ailleurs, enfin un peu de psychothérapie, on veut être chaman. Bon, moi je ne suis pas contre, hein, mais le vrai chaman, c'est Mhm. celui qui a éveillé son chaman intérieur. Et le chaman intérieur, c'est quoi? Hein, c'est cet esprit qui fait battre le cœur, qui fait pousser. En fait, c'est le Christ, hein, pour les chrétiens. Notre enfant intérieur, je pense, C'est hein. le feu secret, c'est le Dieu en soi, hein, donc c'est ça, retrouver son pouvoir. Donc celui qui veut être chaman Mhm. va devoir, le premier protocole, et des fois ça peut prendre toute une vie, va devoir affronter son gardien du seuil. Parce que s'il veut devenir la médecine universelle, il doit d'abord lui-même se débarrasser de toutes les maladies qui est en lui. Et les maladies dans le sens large, c'est-à-dire tous ces conflits, toutes ces illusions. Il va devoir toutes les dissoudre une à une. Et là, c'est très très difficile. C'est une voie de dissolution. Alors les chamans, ils sont très spéciaux, hein, parce que ce que l'on confond dans le chamanisme, Mhm. c'est le chamanisme qui est, on va voir un chaman pour se faire soigner, ou le chaman va t'aider à sortir de soigner dans le sens large, hein. Ça Mhm. peut être problématique psychique, émotionnelle, situationnelle ou physique, Mhm. hein, maladie concrète. Donc là, c'est bien d'aller voir un chaman pour se faire nettoyer un peu, remettre en place, pour se sentir mieux dans sa vie, etc. Ça, c'est OK. Mais beaucoup de gens se lancent dans le chamanisme, ce qui est autre chose, qui est la quête, la voie chamanique, Mhm. qui consiste à devenir chaman. Or là, c'est une voie dangereuse, Ah, je le dis, parce que tout le monde n'est pas prêt à affronter son gardien du seuil. c'est ça. Or, les chamans, tu sais, ils sont très particuliers, hein. Nous, en Occident, on a l'habitude à être préparé doucement, gentiment, etc., avec des repères. Là, tu as ci, là, tu as Mhm. ça, là, tu vas voir, et puis tu apprends, puis voilà, tu es au premier degré, deuxième, troisième, etc. Tu Mhm. arrives à l'école, tu es en sixième, en machin, bref, tu as ton bac. Non, ça se passe pas comme ça du tout chez les chamans. Parce que si dans le domaine spirituel, ésotérique, que ce soit occidental, voire même indien, on t'enseigne les techniques de méditation, comment sublimer, triompher de tes défauts, petit à petit, à surmonter ta peur, hein, et voilà, pour être un jour prêt, et à te préparer. En chamanisme, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En chamanisme, on te dit, bon, le gars, on le prend, on le plonge dans le monde occulte, on le jette dans la jungle, Mhm. s'il sort vivant, c'est un chaman. Sinon, bah tant pis, c'est pas un chaman. Pas de choix, Oui. quoi. Non, 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 il n'y a pas Qui tout de. double. C'est pas qui tout double, hein. Non, c'est C'est vrai. si tu veux vraiment être chaman, tu vas Mhm. être confronté. Parce que si tu veux arriver à vaincre le gardien du seuil, la peur de la mort, tu vas devoir mourir. Ah, pourquoi? Parce que, alors là, Une certaine mort, on va dire. Une certaine mort. c'est pire que la mort, je vais te dire. C'est Pire que la vrai? mort Ah, physique. ah Ouais. bon? Oui, parce que c'est la mort de la conscience. Mhm. C'est la mort de l'âme. Parce que là, on meurt, même en mourant physiquement, à part ceux qui croient en rien, Mhm. et je les plains, mais
Nous, on se dit, bon, je vais me réincarner, je vais, voilà, toi, hein, je vais me retrouver dans le monde des esprits, Mhm. mon âme, voilà, hein, je vais quitter mes couches et je me réincarnerai plus tard. Bon, non, là, tu vas affronter la vraie mort, la mort de l'âme, la mort de la conscience. Faut être prêt, bon, je ne devrais pas le dire, ça, hein. C'est ce qu'on appelle en alchimie la voie brève, la voie secrète. Mhm. Il n'est donné qu'à celui qui est préparé longuement. Mais ce qui est intéressant derrière cela, donc le chamanisme te fait traverser ça. Alors, il y avait une légende kabbalistique qui racontait que sur trois ou quatre rabbins qui voulaient accéder au jardin de la connaissance. Mhm. Le premier qui est entré est mort. Je crois qu'il s'est suicidé, je ne sais pas, il est mort. Le second est devenu fou. Oui. Le troisième a perdu la foi. Mhm. Le quatrième est devenu un saint. Voilà. Hein. Ça résume Donc tout. pourquoi? Parce que, bah oui, 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 la voie brève qu'on retrouve en alchimie, qu'on retrouve dans les protocoles d'initiation chamanique, hein, ce sont donc des voies de destruction. On va détruire tes illusions. Comme dit l'axiome, l'espoir fait vivre. Or, si tu détruis des illusions, bah, à quoi tu te raccroches? Juste. En alchimie, on appelle ça cette voie, la voie brève, c'est une voie d'anéantissement. Puisque finalement, notre ego, et lui, qui est un peu, on le décrit comme un bouchon qui visse le flacon Mhm. et Mhm. qui empêche cette lumière de briller, d'éclairer, hein, Mhm. qui enferme la lumière. Parce que hermétiquement clos en alchimie, ça veut dire qu'il ne laisse pas passer la lumière. Puisque ce bouchon hermétiquement clos empêche la lumière d'irradier, hein, eh bien, on va faire sauter ce bouchon. Et c'est le mental. C'est ça. C'est pourquoi en alchimie, dès le départ, les premières dissolutions sont représentées toujours par des décapitations. On coupe la tête du corbeau, on coupe la tête de la vipère Rexa, ou égorgement, égorgement des innocents. Tout ça, ce sont des choses parce que c'est pas la queue du corbeau qu'on va couper, Mhm. c'est pas les pattes, c'est la tête. Donc les dissolutions, c'est qu'on va dissoudre un métal, hein, on va dissoudre le mental. Voilà. Alors, évidemment, c'est là que l'âme, il faut elle soit prête. Et ce qui compte dans ce travail, c'est savoir que cherche l'alchimie. C'est là, c'est marrant que c'est au début se pose le problème de la fin. Mhm. Que cherche-t-on réellement à travers l'alchimie, à travers la médecine universelle, à travers la pierre philosophale? Mhm. Et là se pose la question parce que finalement, je pose une question souvent. Nous sommes dans un univers à trois dimensions. Pour moi, c'est à quatre, mais nous sommes dans un univers à trois dimensions. Tout à fait, oui. Oui. Euh, Imagine que tu traverses le rideau des illusions et tu arrives dans cette voie dite d'anéantissement. Mhm. On retrouvera d'ailleurs cette voie alchimique hein, qui vient des adeptes de la voie de la main gauche. On la retrouvera chez les bouddhistes zen qui font la voie de la tête vide. C'est QFD, hein, couper la tête. Qu'arrive-t-il quand tu as tout dissous tes illusions, y compris la morale, hein, plus de repères, plus de Mhm. lumière, Mhm. rien. Mhm. Tu te retrouves dans le néant. Or, quand tu es passé de l'autre côté des illusions, aucun repère, il n'y a ni droite, ni gauche, ni devant, ni derrière, ni haut, ni bas. Rien. Qu'est-ce qui te reste? Hein? Comment t'orienter? Comment faire dans le néant? Effectivement, oui, ça te... Alors, il reste une chose, Ah, quand même. s'ancrer. Oui. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui peut rester? Si j'enlève les trois dimensions, le devant, le derrière, la droite, la gauche, le haut, le bas, qu'est-ce qui reste? L'esprit. Non, je parle de direction, de dimension, de trucs. Qu'est-ce qui reste? Le centre, le point, C'est malin. point central, Oui. le centre de toute chose. Donc, c'est une voie qui doit déboucher sur la voie du cœur. Mhm. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui ont suivi la voie de la main gauche se sont fourvoyées parmi les hermétistes occidentaux, je ne voudrais pas les nommer, Mhm. qui étaient des grands hermétistes, se sont fourvoyés. Hein, ils sont devenus à moitié fous, ils ont fait de la magie noire, parce qu'ils ont suivi cette voie, mais qu'est-ce qui a motivé cette voie? Ils ont suivi cette voie pour le pouvoir. C'est ça, voilà.
Ils sont tombés dans le mythe du surhomme. Or, c'est le mental qui est encore là. Or, comme tout est détruit, y compris le mental, Oui, et là, et donc, c'est bien la preuve qu'il est resté quelque chose. parce que comment se passer, par exemple, la notion du bien et du mal, Voilà, c'est ça. hein, dans cette voie-là? Pourquoi le bien et le mal, la morale existe-t-elle dans Hmm, les religions? Dans la religion exotérique, on va dire. Pourquoi? Ben, c'est pour pallier notre manque de cœur. On ne devrait pas avoir de morale, on ne devrait pas avoir des enseignements moraux. On ne devrait pas nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est notre non, cœur qui devrait nous dire. tout à fait. Mais comme notre cœur est incapable de le dire, alors les mecs, il faut dire c'est mal de violer une femme, c'est mal d'égorger, c'est mal de piquer les sacs des vieilles, c'est mal de. Ah, il faut leur dire parce que sinon leur Hmm, cœur ils sont pas. c'est ça, ouais, ouais. Donc le but de cette voie, c'est ce qu'on va rechercher, le soufre central, là où est ton cœur. Où est ton cœur? Et quand je parle du cœur, je ne parle pas de l'émotionnel. On confond le cœur avec les émotions. Ah, je t'aime, je te. Voilà. Non. Le cœur, c'est ce qui est au centre, ou le point central. Ce qu'on appelle, nous, en alchimie, l'œil du cœur. Hmm, Et la médecine universelle, justement, consiste à ouvrir cet œil du cœur. hmm, C'est tellement vrai que cet œil du cœur, d'ailleurs, on le représente par un soleil radiant. Alors, il faut savoir que si, dans le monde physique, nous voyons les choses à travers nos deux yeux, deux doubles, hmm. hein, nous recevons la lumière en l'absorbant, et c'est comme ça que l'on voit les choses. Dans le monde occulte et invisible, la terre noire en alchimie, hein, c'est ça, le domaine invisible, c'est la terre noire. Ok. Eh bien, dans le monde invisible, on le voit avec un seul œil et un œil qui éclaire, en irradiant, en éclairant. C'est le troisième œil en Inde éventuellement Le troisième œil se trouve là, mais Mhm. ce n'est qu'un rayon, une porte de sortie de cet œil du cœur qui est ouvert. D'accord. Véritablement, cet œil, il a 7 sorties qui sont les 7 chakras. Mhm. Il sort autant par la bite, par exemple, sous la forme concrète qu'on va faire un enfant. Et oui, le verbe se fait chair. On irradie une lumière, on fait un gosse. Hein. Les paupières de la femme se ferment, ça fait un Mhm. œuf et on a un enfant. Donc ça va très loin. Hein. Attention, Mhm. c'est la vie Mhm. des hommes, hein, cette lumière. C'est quelque chose de concret. Et ça se fait chair, donc ça se réalise. C'est pas de la spéculation intellectuelle. On est loin de là. Hein. On est dans le monde de la vie. Et à travers les 7 chakras, hein, ça se manifeste à travers les 7 teintures. Puisque cet œil irradie une lumière. Cette lumière a un spectre lumineux de 7 couleurs qu'on représente par les 7 teintures métalliques, 7 esprits métalliques. Mhm. Ça se met à irradier. Et c'est cet œil-là que les alchimistes appellent leur médecine universelle. Au XIVe siècle, on donnait le nom de Cole à la médecine universelle. Alors j'avais lu ça chez Fulcanelli, il dit le Cole. Alors certains se sont pris la tête en disant oui, le Cole est fait à base d'antimoine, donc notre première matière est l'antimoine. Enfin, pourquoi pas, hein, d'ailleurs, je pense sur le plan métallique, il faut bien quand même trouver une matière externe Mhm. pour œuvrer. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important à voir dans cette histoire de Cole, c'est que ce que nous dit Fulcanelli, c'est qu'il dit que le Cole est ainsi nommé parce que, à l'époque, les femmes orientales s'en servaient, Mhm. elles s'en servent toujours d'ailleurs, et pas qu'en Orient, mais à l'époque c'était les femmes orientales s'en servaient c'était un artifice pour faire paraître l'œil plus large. Mhm. Donc le Cole est le symbole du grand œil, Mhm. l'œil universel, c'est-à-dire l'œil ouvert. Hein. On le retrouvera d'ailleurs chez les francs-maçons à travers Ouja, l'œil solaire Mhm. d'Horus, hein, qui est d'ailleurs en fait un symbole égyptien, hein, L'œil qui qui a voit tout. rien. L'œil qui voit tout, hein, dans un triangle radiant, l'œil radiant, et c'est une allusion à l'œil solaire d'Ouja. Il Mhm. serait intéressant d'ailleurs hein, de voir que les initiés égyptiens, quand ils sont représentés, ils ont un serpent qui vient et qui sort au niveau du troisième œil. Donc cette lumière qui part d'en bas, Voilà. qui irradie et qui sort. Voilà, on parle du troisième œil. D'accord. Mais cet œil est central. C'est ce que les roses-croix représenteront par la rose qui fleurit sur la croix. Ce n'est rien d'autre que l'œil qu'on appelle nous le soleil terrestre en alchimie, hein, soleil souterrain, Mhm. qui va s'ouvrir. Eh bien, c'est cet œil-là qui est la médecine universelle, parce que c'est lui, en irradiant, en éclairant le monde occulte, Mhm. qui nous permettra non pas de voir les choses intellectuellement, mais de les voir, de les sentir, et qui verra, qui pourra percevoir la vie de toute chose. C'est ça. Il est important, puisque de parler encore de la Kabbale hermétique, du verbe, donc, parce que c'est de cela qu'on parle depuis tout à l'heure, parce que c'est là que se trouve la médecine universelle. Il ne faut pas oublier que les apôtres, quand ils ont reçu les langues de feu, le verbe, ils sont mis à prophétiser dans toutes les langues, Ouais. mais ils sont mis à pouvoir guérir après.
Hein, il guérissait en mettant les mains, il guérissait tous les gens. Donc, c'est la médecine universelle, ce verbe. Eh bien, il faut savoir que, par exemple, les chamans, tu sais qu'il y a eu des laboratoires, des étudiants pour les laboratoires pharmaceutiques, hein, Mhm. qui sont allés en Amazonie, etc., pour comprendre pourquoi ils avaient une telle science, mais si pointue, incroyable, C'est ça. de la pharmacopée Mhm. naturelle, en sachant qu'en associant telle plante avec une telle autre, une troisième, etc., ça pouvait enlever le diabète. Enfin, des trucs même tu vois, en prenant une plante qui Mhm. enlevait les trucs, les acides digestifs qui niquaient les produits actifs d'une autre plante, en Voilà. l'associant avec celle-là, on a, mais une pointue. Alors ils se disent, oui, mais c'est parce que ils ont l'expérience de Mhm. milliers d'années, de savoir. Moi je dis c'est faux. Mhm. C'est faux parce que l'expérience très claire, hein, alors c'est un jeu qu'on appelait avant le téléphone arabe. Je sais pas si tu connais. Si, si. T'as pas connu ça? Si, si, je connais, oui, oui. On se met à plusieurs. En fait, on parle de bouche à oreille. Donc on se met à six sept comme ça, Mhm, mhm. ou une dizaine. Il y en a un qui va dire une phrase à un mec, qui va répéter à l'autre dans l'oreille, qui va répéter à l'autre. Et quand on arrive au dernier, le mec répète la phrase qui n'a absolument rien à voir avec la première. Alors quand moi on me dit que les chamans, qui n'ont pas de tradition écrite, Mhm, mhm. ont une connaissance millénaire de bouche à oreille de chaman à Mhm. successeur, je rigole quoi. T'imagines 3000 ans comment la phrase elle doit être déformée. Voilà. Oui, effectivement. Non, la véritable, j'ai vu ça à la télé une fois, hein, l'initiation chamanique, le chaman prend son disciple et il lui apprend. Hein. Alors justement, à travers des techniques de dissolution du mental, de ce qu'on croit voir, de ce qu'on croit connaître, de Mhm. nos a priori, de nos préjugés, de notre manière de voir le monde, C'est ça. hein, des illusions. Il Mhm. va dissoudre ça et il va lui apprendre à entendre, à écouter le langage de la nature. Et donc, parce que le chaman ne va pas lui dire, voilà, tu as 3000 plantes à apprendre par cœur, hein, tu vas me donner ton devoir à la fin du machin, tu auras ton titre de chaman. Pas du tout. Il va lui dire simplement, tu vas apprendre à écouter la nature. Et après, le chaman, il va dire, voilà, tu vas voir telle plante, tu vas lui demander quelles sont ses qualités. Et c'est la plante qui lui dit, moi, je soigne le diabète, mais il faut que tu m'associes. Non, je te jure, c'est ça. La langue des oiseaux, c'est ça. Il est rentré dans le monde des vivants. Il retrouve l'esprit, il se met en contact avec l'esprit de toute chose. Et chaque chose lui enseigne exactement quelles sont ses propriétés curatives, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'elle peut apporter, quelle est son histoire, etc. Et c'est ça la quête de la médecine universelle, c'est d'arriver justement, une fois qu'on a enlevé toutes ces ombres qui sont l'ignorance, qui sont les peurs, qui sont les préjugés, qui sont les illusions, toutes ces choses-là. Une fois qu'on a enlevé tous ces rideaux, en fait, on te fait couvrir les sept paupières, je dirais, à travers les sept dissolutions, les sept paupières de cet œil radiant. Et cet œil radiant est la médecine universelle, car c'est elle qui, en rayonnant, Mhm. nous met en contact, chasse les ombres et nous redonne la vie aux choses, en fait, quelque part. En fait, les choses ne sont pas mortes, mais elles le sont dans notre monde humain. C'est ça. Nous les avons tuées. C'est le mauvais œil qui tue les choses que Mhm. nous avons. C'est un œil fermé, l'œil noir, hein, on appelle le cœur noir ou la noirceur. Mhm. Et c'est lui qui tue les choses. Et donc, retrouver la médecine universelle, c'est retrouver la vie. Rendre la vie aux choses. Alors, ce qui est très intéressant, il faut savoir quand même que notre lumière, qui s'est fait chair, cette lumière vive, Mhm. sa principale qualité, c'est justement de condenser les choses, de coaguler. C'est ce qui a fait que notre âme est devenue physique. Mhm. C'est elle qui est à l'origine de cela. Et si tu arrives à ouvrir sa coque, elle va se mettre à irradier. Mais elle va s'irradier, on l'appelle le soleil souterrain, on l'appelle le soleil terrestre. Et lui, il a une particularité, quand il se met à irradier, Mhm. il irradie une lumière qui est une lumière attractive. C'est ça. En fait, c'est la racine de notre ego. Quand tu as tué la tête de l'ego, tu l'as pas tué en fait, hein, tu dégages toutes les ombres, tous ces habits, la racine de l'ego, c'est un soufre attractif. C'est ce qu'on appelle l'aimant des sages, celui qui attire tout à lui. Et une fois que tu l'as bien nettoyé de tous ces ombres, de ces scories, de toutes les Mhm. saloperies Mhm. qu'il a pu s'habiller, de toutes ses peurs, de ses supports, eh bien, c'est une pure lumière radiante et qui, en fait, intensifie l'esprit de toute chose. Comment te dire ça? Chaque chose paraît morte. Mhm. Pourquoi? On dit leur vie est envolée. Alors, envolée, c'est-à-dire que leur esprit est trop subtil. Et c'est vrai. Euh, si je prends un bâton, là, par exemple, hein, voilà. Mhm. Je veux le faire déplacer Mhm. avec une matière subtile. Par exemple, je vais souffler dessus.
Bon, tu vois ce que je veux dire? Bon, à moins qu'il y ait une tempête incroyable, mais si mon esprit, la matière, est trop subtile, elle n'a pas d'incidence sur son bâton. Ce qui fait que ce bâton paraît mort, c'est que son esprit est trop subtil pour le faire bouger, pour le manifester d'une manière vivante, comme c'est dans le règne végétal, animal et humain. Mhm. Tu comprends? Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Eh bien, ce qui pourrait rendre la vie à ce bâton, c'est d'intensifier son esprit, le densifier. Il est sûr que si je prends un jet d'eau, déjà, il va se déplacer là. Parce que l'eau est plus dense que l'air. Tu comprends? Donc ceux qui Toi, pratiquent quand tu ouvres ton... Hein? excuse-moi, ceux qui pratiquent la télékinésie, ils ont peut-être déjà acquis cette, Voilà, ils ont quelque chose qui irradie, ouais. qui Mhm. intensifie. Mhm. Donc imagine que en toi, maintenant le but c'est pas de faire déplacer le bâton, Bien hein, sûr, c'est le vivant, agissant. bien sûr. Toi, si tu arrives à éveiller ce qu'on appelle nous l'aimant des sages, on active l'aimant des sages. En fait, c'est l'amour, hein. C'est l'amour qui attire tout à soi, qui coagule. C'est le ciment de l'univers. Les chrétiens représentent par l'agneau. Ouais. Eh bien, si tu arrives à ouvrir cet œil, Mhm. ce soleil, tu verras que c'est un soleil qui se met à irradier. Et il se met à irradier quoi? Une force d'attraction. Et toutes les choses que tu vas rencontrer dans ton champ de radiation va retrouver son esprit. Toute chose va devenir vivante. Et c'est tellement vrai que pour l'hermétisme, pour l'alchimiste qui a ouvert son cœur, qui irradie, qui a son aimant activé, selon la terminologie alchimique, tout est vivant. Et tout lui parle. Chaque matin qu'il va se réveiller, alors il n'a plus ses préjugés, il ne classifie plus les choses, il ne les tue pas en disant ça c'est une pierre, ça c'est une chaise, c'est mort, c'est ceci. C'est terminé. Tout ça c'est un initié. C'est-à-dire il retrouve son cœur d'enfant. Et toute chose qu'il va voir pour la première fois va prendre un sens et va être vivant. Et à un tel point que même une bouche d'égout, tu vas rencontrer un caillou, un machin, Mhm. il va avoir des synchronicités, il va commencer à te parler. Et tu vas voir que tout redevient vivant. Et dans cette terre-là, tout redevient vivant. Et donc la terre n'est plus la terre des morts, mais la terre des vivants. Et chaque chose nous parle, le moindre papillon, le moindre chose. Puisque chaque chose n'est rien d'autre qu'une lettre mystérieuse, un mot mystérieux dans le grand livre de la nature vivante. Et c'est ça la véritable voie de la médecine universelle, c'est de retrouver la vie dans les choses, le sens caché derrière les lettres, le sens caché derrière les apparences, la lumière cachée derrière les ténèbres. C'est Une ça. fois que tu as enlevé les ténèbres, cette lumière se manifeste partout et tout devient vivant. Donc tu deviens la médecine universelle, puisque la médecine c'est la vie des choses. Et c'est aussi la kabbale hermétique, la langue des oiseaux, c'est-à-dire la langue des esprits. Les esprits se manifestent à travers leurs Mhm. choses. Toute chose, et même une table en plastique, redevient vivante. C'est vrai. C'est ça le but hein, de la médecine universelle. Alors évidemment, c'est une quête. Je ne dis pas, voilà, tu te lèves le matin, bon, j'ai Mhm. décidé que j'allais ouvrir l'œil de mon cœur. C'est une quête parce que derrière, il faut savoir que l'ego est toujours là Mhm. pour défendre l'entrée du temple. Son rôle à l'ego, c'est le gardien du seuil. Hein, en alchimie, c'est le gardien, celui qui protège les choses. Parce qu'il est évident que si on va trop vite, qu'on n'est pas prêt, il peut y avoir explosion du creuset hein, et projection du fourneau. Donc, il faut se préparer et le premier travail consiste par les dissolutions, Mhm. c'est-à-dire déjà à apprendre à dépasser ses petites peurs, ses préjugés, Ouais. ses illusions aussi. Des fois, il faut renoncer aux illusions, c'est pas toujours évident. Hein. Est-ce qu'il est facile alors dans ce cas-là de vivre encore comment dire, dans cette vie de tous les jours, en tout cas Bien ici sûr, tout à fait. oui, Tout à fait. on peut Alors intégrer là, ça vraiment. complètement. Ah oui, On est en alchimie, et d'ailleurs même le principe aussi de chamanisme est le même, hmm, c'est-à-dire que le chaman fait avec les outils que la vie lui donne. Et cette vie que tu as, c'est la vie qu'on te donne là, maintenant. C'est pas une vie qu'on aurait bien aimé avoir 200 ans en arrière ou 300 ans en avant. hmm, C'est pas une vie. Je sais bien qu'il y a des extraterrestres, qu'il y a des êtres supérieurs, etc. Mais nous, n'empêche qu'on est là. Et que donc, le but dans cette vie-là, c'est justement de s'incarner là. Et tu as des chamans qui te diront toujours, moi je vous enseigne des trucs, mais en fait je ne peux pas vous enseigner à être chaman parce que nous avons nos protocoles. Moi je suis péruvien, j'ai le hmm, sang péruvien, j'ai le machin, on a nos outils, nos trucs, hmm, etc.
Il faut savoir que les hermétistes ont fait de même. T'as des hermétistes, tous les hermétistes ont utilisé comme support, et c'est ça qu'il ne faut pas confondre, la quintessence et le support. La quintessence et le creuset. C'est deux choses différentes. Chaque hermétiste a toujours utilisé, de tout temps, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures, les supports de la culture dans lesquelles il était incarné. Hmm. C'est pour ça que tu as des alchimies arabes, tu as des alchimies juives, tu as des alchimies hindoues, des alchimies bouddhistes, des alchimies de tout, chinoises. Et les mecs ont toujours utilisé les symboles qu'ils avaient sous la main, hein. Alors voilà, déjà, les premiers Hébreux, quand ils partaient dans le désert, il y avait la tente, il y avait le chameau, il y avait la femme. Bon, ils prenaient les allez, hop, 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 hop. En Afrique, voilà, hein. Donc, il est évident que c'est pas pareil que chez les Inuits. Hmm. Ils n'ont pas la même symbolique, hein. Bon. Pourtant, on retrouve toujours des choses, hein. Bon, et bien, ça, c'est le support. Et pour un chaman, un vrai chaman, Hmm. il doit être capable d'agir en chaman dans le domaine où il est et d'utiliser les outils qu'il a sous la main. Donc, si c'est la jungle, il va utiliser les outils, il va parler avec les plantes qu'il y a autour de lui, avec les arbres, les serpents, les araignées, les migales, les trucs. Bon. Maintenant, si c'est un chaman du désert, il va parler avec le sable, il va parler avec le truc, le machin. Maintenant, si c'est un chaman qui est plongé en plein milieu de Paris ou de New York, hein, il va parler avec. Eh ben, tu verras. Moi, ça m'est arrivé. Je te donne un exemple. Hmm. Quand j'ai commencé à faire mes premières conférences à Paris, Hmm. hein, en 2003, 2002, 2003, je suis arrivé là-bas et souvent, moi, j'avais un truc. Je demandais un peu au ciel, quoi, comment faire si j'étais sur le bon chemin. Hmm. Des fois, j'allais à des lieux que je connaissais même pas. Et quand je tournais la tête, je voyais en haut dans le ciel une étoile. Soit avant d'y aller, soit en sortant. Et je savais que j'étais sur la bonne voie. Et bien sûr, comme c'est souvent le cas à Paris, un jour il m'arrive, boum, je lève le ciel, des nuages. Bon, Paris. Donc, Ici aussi, je, rassure-toi. je pose quand même la question, je sors la conférence, donc quand même, je me demande si je suis sur la bonne voie. Et là, nez à nez, je marchais sur le trottoir, je Hmm. m'emplâtrais contre un camion où c'était écrit Boucherie de l'Étoile, Magnifique, avec une grosse étoile, là. magnifique. Voilà. C'est comme ça que tu vois Ouais, que ouais. Donc en fait, tout est c'est lié. c'est vraiment se fondre finalement avec l'environnement dans lequel on est, et plus encore. Se fondre, je sais pas, mais considérer tout comme vivant, Voilà, c'est ça. réellement, Hmm. y compris. Même si ces choses paraissent un peu dégénérées, Hmm. etc. Hmm. Mais c'est pas grave, elles sont là. Hmm. Elles sont dans ta vie, dans ton univers, C'est une à forme toi. d'amour finalement, hein, de respect, d'acceptation, enfin bon voilà Ah oui. Hmm, qu'on pourrait tout à fait. vraiment intégrer tout ça là-dedans. Ben écoute Pascal, grand merci pour cette magnifique. Alors je vais pas dire une interview parce que là pour le coup c'est plus une conférence, mais c'est magnifique, vraiment très détaillé. Je pense que beaucoup d'auditeurs, auditrices auront, j'espère, compris un peu le message. C'est vrai qu'il faut parfois plusieurs années avant de l'intégrer. Hein, on en parlait tantôt. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'il faut pouvoir. Alors je pense que ça demande beaucoup. Non, je crois pas. C'est un langage. En fait, c'est une histoire de cœur. C'est ça, voilà. C'est une histoire d'amour. Mm, Et c'est vrai que c'est un langage. Bon, là, j'en ai parlé mm, à ma manière, mm, mes outils. mm, Mais c'est un langage très poétique et mm, très vivant. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est toujours réel. Il a des conséquences. Alors, c'est vrai que c'est un langage, en effet, si on y va pour se distraire la tête, mm. ça va un temps. Mais si on veut vraiment y rentrer, on entre plein pied dans la vie, puisque ce verbe, cet enseignement, cette science de la nature est la vie des choses. Et donc, il y a des conséquences dans la vie. Voilà. Et si on s'obstine dans des illusions et qu'on veut en même temps continuer sur cette voie-là, les illusions vont péter à la gueule. C'est pour ça que je dis qu'il y a des conséquences, c'est que c'est peut-être pas toujours une voie pour tout le monde. Les chamans appellent ça le gardien, le chemin du guerrier. Mhm. Il y en a alchimistes, on appelle le guerrier hermétique parce qu'il faut en effet au départ, on a levé des boucliers de son ego qui veut garder dans ses sécurisantes, Mm. ses conflits sont sécurisants pour lui, C'est c'est mieux vrai, que l'inconnu. tout à fait. Donc il y a des levées de boucliers et ça il faut l'affronter. Parce que des fois on vous enlève une illusion, c'est comme si on arrachait une partie de soi-même, Oh c'est un peu oui, comme si, ça c'est la médecine tout universelle, à hein. fait. Le dissolvant au départ c'est Mm, très désagréable, c'est comme si on arrachait le lierre d'un tronc, toi, et des fois le lierre fait presque corps avec le tronc. mm, mm, Et mm. c'est là qu'on confond par exemple, ça va loin, hein, parce que je te parle par exemple de la médecine universelle, on va soigner une maladie en soignant la maladie.
l'esprit de la maladie. hum, hum. C'est là quand nous-mêmes on confond des fois ce qui nous appartient, ce qui n'est pas à nous. On a des fois des philosophies, des principes, des machins, des colères qu'on a en nous, qu'on croit qu'ils font partie de nous. C'est notre ego, c'est une illusion, hein. Et en fait, ce n'est rien d'autre que des esprits de maladie qui sont en nous, comme des vampires, qui ont pris racine un peu comme le lierre est une bonne image. Et donc, quand tu fais du chamanisme, quand tu fais même tu travailles avec l'alchimie, avec les dissolutions, on prend le dissolvant universel, c'est très âpre au départ, c'est très acide, parce qu'on t'arrache ce lierre, on t'arrache ces illusions. Alors, ça fait mal, parce que quand on a passé sa vie à croire à cette illusion avec tout son cœur, toute son âme, euh, c'est dur à arracher. Mais c'est comme ça qu'au départ, l'esprit se libère et qu'on apprend à devenir le chaman pour un jour devenir la médecine universelle. Et je pense que c'est pour ça aussi que on parle d'un nouveau paradigme d'ouverture de conscience. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont commencer à lâcher. euh, alors je sais pas s'ils le feront à 100%, hein, mais ils vont commencer à lâcher ces petites habitudes. Et c'est vrai que ce serait pas mal. Voilà, en tout cas, merci Pascal. Alors, avant de te quitter, il faut quand même savoir que tu es magnétiseur aussi, hein, que tu as Oui, bien sûr. le don du magnétisme, on en a déjà parlé dans une autre interview, voilà. Et comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors toi, tu es bien sûr en Oui, bien France, sûr. et tu as un site internet. Voilà. Alors, c'est moi, c'est www.alchimie.net. Alors, je ne sais pas si on va le voir bien comme ça. Oui, de toute façon, je mettrai un. Tu le mettras, Oui, je oui, t'envoie pas de le souci, lien. pas de souci. Je tiens à dire que je suis thérapeute hein, depuis longtemps parce Oui, que j'ai fait beaucoup de stages hein, de formation parce que bon, je ne veux pas rester clos uniquement dans la tradition hermétique. bien sûr. J'élargis mon œil aussi, hein, donc je l'ouvre hein, pour avoir une conscience plus large, un œil Mhm. plus large, n'est-ce Oui, pas? Et donc j'ai travaillé beaucoup dans les domaines de magnétisme, de thérapie, de chamanisme aussi. J'étais au Pérou. Et donc dans cette quête-là, puisque je suis la voie de la médecine universelle, il faut savoir qu'en alchimie, en effet, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, et les milieux concernés ont essayé d'entretenir cette idée, l'alchimie n'est pas une science mentale. C'est quelque chose qui est lié, comme toute science, le propre de l'alchimie, c'est de venir s'incarner dans la matière puisque cette lumière du monde s'est fait chair, n'est-ce pas? mhm. La médecine universelle, elle ne doit pas être seulement philosophique mentale, elle doit s'incarner dans la matière, voilà. Et donc, moi, mon but, je travaille à travers le magnétisme. On n'est pas obligé d'être au labo, je travaille sur moi d'abord, dans mes actes, mais aussi à travers le magnétisme, et c'est une manière pour moi de faire partager cette médecine universelle. Voilà. Ça, Donc je me mets en lien avec ce fluide, je travaille sur les personnes, on dissout les problématiques, par exemple, même des fois à travers la parole, mais après par le magnétisme, mhm. parce que le magnétisme, c'est ce qui est le plus proche du plan physique. On travaille avec la personne pour voir quelles sont les problématiques à dissoudre et quelles sont les aspirations à incarner. Tout le principe de la pierre philosophale de la médecine universelle, c'est solve et coagula. Dissous le fixe, tu fixeras le volatile. Donc tu dissous les maladies, tu dissous les blocages, les nœuds Mhm, mhm. énergétiques, car toute maladie n'est qu'un nœud, un blocage. Tu dissous pour pouvoir après incarner les aspirations, les matérialités. Et ça, c'est voilà, c'est le travail que je fais parce que pour moi, il est très important d'incarner cette Ouais. santé universelle, cette lumière, de l'incarner et voilà, à travers un travail. Donc pour moi, c'est ça ma pierre philosophale, c'est le magnétisme pour le moment. Ok, bah, merci beaucoup Pascal. En tout Merci. cas, voilà, bien, chers auditeurs, auditrices, j'espère que vous aurez apprécié donc cette interview, cette vidéo. Je remercie encore Pascal Boucher de tout cœur et, Merci. bonne quête parce que cette quête n'est effectivement jamais terminée. Voilà. Au revoir Au Pascal. revoir. Au revoir Salut. Alexis.